Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Alors, blague d'intro, générique, faut dire bouilla, je crois, je sais plus quand. Salut, c'est John Couscous, tour de table, qu'est-ce que tu lis, blabla. Si vous êtes prêts, Comics Podcast 194. Alors après, il y a un jingle, bouton bleu, je crois, sur le truc là. On fait à faire les revues, qu'est-ce que c'est, 3 issues, blabla. Il y a un tour, merci, petit récap. Après, on passe au focus, deuxième bouton bleu, blablabla. Bon, John, Ouais. ça tourne là, on est en direct. Ah merde! On a commencé. Ah ben, vous me dites même pas! Oh là là! Bouya. Ah, du coup, ça commence là, je dois vraiment parler. C'est ça. Non, c'est bizarre parce que déjà, peut-être que toi qui m'écoutes, tu connais pas forcément ma voix. Moi, c'est John Couscous. Alors, je suis pas nouveau du VHS puisque j'enregistre notamment dans le Contrecast et parfois un peu en fond dans le défaussé, mais bref. Et globalement, il fallait un animateur ce soir. On m'a dit, ah, ça te dit? J'ai dit oui. J'ai réfléchi, je fais merde, mais je sais pas faire en fait. Mais voilà, donc on va le tenter. Et déjà, ce qui est assez facile, c'est que ça ressemble un peu à la formule au Contrecast, parce qu'on commence toujours par un petit tour de table. Donc on attend que les gens aient fini de boire leur gorgée d'eau, par exemple, de ranger leur gourde, etc. Et je te regarde, Jean, comment ça va? Ça va bien. Bah super. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Ma question est finie. De succès d'année aux champignons hallucinogènes. Très bien, tu nous expliqueras un peu plus tard pourquoi. Et est-ce que tu peux nous dire sur quoi tu es en ce moment en termes de lecture? En termes de lecture, je viens de terminer enfin le premier tome de l'Omnibus Fantastic Four de John Byrne. Et j'ai attaqué le deuxième. Voilà. Donc j'en ai encore pour 6 ans. 6 ans, c'est pas mal. C'est peut-être plus que ce qui est sur la table, je crois, mais on en parlera un peu plus tard. Regan, tu avais l'air motivé. Du coup, je vais te passer la parole pour que tu... Toujours, bien sûr, toujours. Comment ça va? Écoute, ça va. On est au calme, on est bien. Presque au chaud. C'est un peu inquiétant d'ailleurs, c'est par ces temps-là, mais... Ouais, il fait chaud, mais c'est peut-être l'ambiance du studio aussi ça doit être qui ça. fait ça. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Je vais faire l'inverse. En ce moment, je viens de finir de lire... comment ça s'appelle? J'ai déjà oublié pour te dire à quel point ça m'a marqué. Si la chose, qui a été publiée chez Penny il n'y a pas très longtemps. C'est... Voilà. On ne gagne pas à tous les coups, j'ai envie de dire. Et je vais attaquer le tome 2 de Grendel, qui est donc sorti chez Urban Comics. Très bien. Et tout ça, tu ne nous en parles pas ce soir, du coup? Non. Puisque ton sujet, c'est... On va parler de cailloux et d'étoiles. Ok, très bien. J'espère que j'ai bien lire vos titres, parce que du coup, je les ai jamais entendus. Et on va terminer ce tour de table avec Nivray, qui est à la Réal ce soir. Je sais pas si c'est une première, j'en sais rien en fait. C'est complètement une première. C'est complètement une première, donc c'est parfait. Et en plus, on est sur Twitch en direct. Je double réal. Je réal vidéo, je réal son. C'est magnifique, trop bien. Je suis une Z2E newbie. Très bien. Et comment va Z2E newbie? Ouais. Ça va bien. Et tes lectures du moment, quelles sont-elles? En ce moment, je lis surtout du Mickey, des Mickey qui sortent chez Glénat, dont Terror Island là, qui est sorti. Donc ça a fait un petit peu ambiance Halloween. Il y a une Dracula aussi, qui est très récente. Voilà, ça me change un petit peu des super-héros Marvel. C'est vrai. Et là non plus, c'est pas ton sujet du soir, puisque ce soir, ou aujourd'hui, ça dépend à quelle heure vous écoutez, tu nous parles de frigo. Ok, super. J'ai vraiment hâte, ça a l'air cool tous vos sujets. J'ai pas forcément tout compris, mais j'espère que si toi tu nous écoutes, tu comprends, c'est le principal. Et ce que je vous propose, si vous êtes prêts, c'est de démarrer Comics Podcast numéro 194. C'est parti. Donc on commence avec les revues. Alors c'est quoi les revues? Chacun lit 3 issues que vous choisissez directement, vous les proposez, vous les imposez plutôt aux autres personnes qui sont autour de la table pour qu'elles-mêmes les lisent, au moins 3 issues, je crois que vous avez le droit de lire plus si je dis pas de bêtises, et ensuite vous nous livrez chacun votre avis, et puis on discute, on échange de tout ça, voilà, tout simplement, c'est relativement clair, j'espère pour vous. Et ce que je vous propose, c'est de commencer par Jean, qui ce soir a une casquette de Spider-Man que je trouve très belle, et vous ne le voyez pas, c'est pas radiophonique, mais je vous le dis justement pour que vous imaginiez un petit peu la scène, le contexte. Jean qui est en face de moi, et il va nous parler ce soir, aujourd'hui, de Fantastic Four Full Circle. Absolument, qui vient de sortir à la fois en anglais et en français chez Panini, dans 2 éditions d'ailleurs chez Panini, une édition souple et une édition cartonnée que Regan place joliment pour le Twitch. C'est un comics de Alex Ross qui fait tout, ou presque. Il fait le scénario et le dessin, il fait la couleur et il est aidé à la couleur par Josh Johnson. Je
pense qu'il faut le citer, parce qu'au niveau de la couleur, il se passe des choses. Donc pourquoi j'ai choisi ce comic tout simplement par la conjonction des étoiles, qui fait qu'en ce moment, comme je viens de le dire, je suis à fond dans Fantastic Four de John Byrne, et que dans l'émission précédente, on a parlé de Marvels de Alex Ross. Donc les deux ensemble, quand j'ai vu cette nouvelle sortie, je me suis jeté dessus. Donc de quoi ça parle ? Je vais pas tellement vous raconter l'histoire, en fait. Oh. Non. C'est fini. Merci pour la non, pour deux raisons. D'abord parce que c'est un one-shot relativement court. Il fait 64 pages, donc il y aurait vite du spoil si je vous racontais l'histoire. Et puis aussi parce que l'histoire, on y reviendra, est pas ce qui prime le plus dans ce comics. Mais pour être rapide, il s'agit d'une aventure classique façon Stan Lee et Jack Kirby, une aventure classique des 4 Fantastiques qui vont aller vivre une aventure dans la zone négative. Voilà, il s'agit en fait, ce comics est issu d'un partenariat entre Marvel Comics et Abrams Comics Art, qui est un éditeur de livres d'art, photos, peintures, expos, performances, ce genre de choses. Donc, comme on le voit, le point important ici, au-delà de l'histoire, qui est essentiellement un hommage au travail de Stan Lee et Jack Kirby, avec même une reprise d'épisodes clés de leur période. Même si je veux évacuer ce qui est pour moi un poil négatif pour ensuite parler de ce qui est positif, c'est que j'ai trouvé l'histoire, même si c'est un hommage, je l'ai trouvée pas très intéressante et surtout pas vraiment bien racontée. Pour être franc, il y a des moments où, franchement, j'ai pas tout compris. Alex Ross se perd, je pense qu'à vouloir faire un hommage. Ouais, il se perd un peu, notamment il y a une volonté, les dialogues sont pas terribles, alors on sent que c'est dans une volonté de faire des dialogues un peu à l'ancienne. Rappelez, quand on lit des comics des années 60 ou 70 maintenant, il y a quelque chose d'un peu désuet dans les dialogues. Mais justement, quand on lit des comics de cette époque, ils ont le charme d'être de cette époque. Tandis que récemment, de refaire des dialogues de ce type-là aujourd'hui, en plus avec, comme je le dis, une certaine maladresse dans la façon de raconter l'histoire, parce que pour finir, on ne comprend plus rien au gloubi-boulga pseudo-scientifique, science-fictionnel de Red Richards sur la fin. C'est un peu dommage. Donc, comme je disais, un point négatif concernant l'histoire, mais c'est pas si grave, parce qu'au fond, ici, l'histoire n'est qu'un prétexte à une expérimentation graphique que je qualifierais de jusqu'au boutiste. Et il faut savoir aussi que c'est un peu un événement parce que ça fait longtemps qu'Alex Ross ne fait plus que des couves et qu'il n'a pas illustré un comics, l'intérieur d'un comics. Donc là, il y a un peu un événement. Et donc, il revient, il refait des illustrations à l'intérieur d'un comics et il ne fait pas du tout ce qu'on attend de lui d'habitude. On reconnaît son trait et c'est à peu près tout. On reconnaît que son trait, parce qu'en termes de couleur, il fait le choix très très fort d'abandonner complètement ce qui a fait sa notoriété, à savoir le rendu pictural et le rendu photoréaliste. Là, on n'est pas du tout là-dedans, on est vraiment, et c'est pour ça que je parlais de champignons hallucinogènes tout à l'heure, sur une explosion de couleurs psychédéliques qui partent dans tous les sens. On n'est donc pas du tout dans la recherche du réalisme. Au contraire, donc ça change radicalement de son travail habituel. Pour être franc, par moments, ça pique un peu les yeux. Il abuse, pour moi, du violet mauve, vert, jaune, orange, de manière extrêmement chargée. Ça pète de partout. Mais c'est hyper intéressant, ça frappe de manière très forte. Et il y a plein d'expérimentations diverses selon les parties du comics. Ils changent de façon de colorer, de dessiner, pas vraiment. Et par exemple, au début, on sent beaucoup les crayonnés. On a l'impression de voir des pages crayonnées sur lesquelles il a jeté des aplats de couleurs avec des trames à l'ancienne, très années 70. Parfois, dans les flashbacks, on retrouve
ces effets de photoréalisme dont on avait l'habitude, sauf qu'il le traite à la façon comme si c'était une photo noir et blanc sur laquelle on aurait coloré par-dessus, donc ce qui donne aussi un effet rétro très sympa. Et à partir du moment où il passe dans la zone négative, alors là c'est l'explosion dans tous les sens. Déjà le découpage explose complètement. On a ou des pleines pages, enfin des choses qui se présentent comme des pleines pages, mais avec quand même des cases dedans qui se superposent, qui sont tordues, qui sont désaxées, qui sont vraiment, et qui nous donnent cette sensation d'être plongé dans cet univers vraiment où plus rien n'a de sens, où on peut être en haut, en bas et où plus rien ne ressemble à notre monde. Et c'est vraiment un défilé de panoramas différents qui sont tous prétextes à diverses expérimentations. Donc au début dans le Baxter Building, on est sur ce côté crayonné avec des aplats de couleurs. Ensuite dans la zone négative, il y a des parties qui font horreur, cauchemardesque, créatures, qui vont même lorgner un petit peu du côté de Giger, très un petit peu. Ensuite, on a des paysages spatiaux et pour finir, une ville futuriste. Et tout ça est empreint de manière extrêmement forte, peut-être un peu trop forte par moment, d'un hommage à Jack Kirby, vraiment dans tout ce qui est dessin de choses technologiques, que ce soit chez les 4 Fantastiques, leur vaisseau, et à la fin dans la ville futuriste, dans la zone négative, on est vraiment sur du Kirby-like. J'ai envie de dire. Donc voilà, ça en met plein les yeux. C'est donc une œuvre visuelle avant tout. C'est une expérience visuelle qui est franchement tripante, mais qui, je pense, plaira pas à tout le monde, parce que justement, il y a des choix qui sont très forts, comme je disais, jusqu'au boutiste. Et c'est ce qui en fait, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est ce qui en fait pour moi une œuvre d'art, quoi, une démarche artistique assumée jusqu'au bout, quitte à friser le mauvais goût parfois, mais en même temps c'est hyper intéressant. Et de toute façon, c'est hyper intéressant de voir Alex Ross tenter quelque chose de complètement différent par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Peut se demander s'il n'aurait pas pu faire directement une expo plutôt qu'un comics avec une histoire prétexte, mais c'est très très beau. Donc si j'ai un conseil à donner, si vous êtes intéressé, regardez quelques planches sur internet et feuilletez-le avant de l'acheter. Si ça vous botte, prenez-le pour l'exposer chez vous, page ouverte dans votre bibliothèque, mais ne vous attendez pas à une grande histoire. Voilà, c'était mon avis sur Fantastic Four Full Circle. Ben merci pour ton avis. On va voir si c'est partagé. Je regarde juste à ta droite. Donc, Nivrae, qu'est-ce que tu as pensé de... Eh ben, je suis assez d'accord, non. en fait, puisque je l'ai lu en me disant je vais avoir une œuvre sous les yeux. Et effectivement, c'est ce qu'on a. Et derrière, le scénario, c'est pas incroyable. En fait, ça ressemble à plein de choses. Il y a l'impression que rien n'est neuf, qu'il a repompé des idées d'un peu tout le monde. Et derrière tout ça, en fait, oui, on se prend une claque à chaque page. T'as l'impression qu'il a fait une cover à chaque page. Il y a des moments où je ne savais même plus si je devais tourner le comics ou pas, tellement tout était penché d'un côté. Enfin, il y a vraiment visuellement de très très belles choses. Mais à côté de ça, l'histoire, j'ai pas accroché plus que ça. J'ai l'impression qu'il a voulu caler des termes techniques, il a voulu faire genre c'était fou. Alors qu'en fait, non, il se passe finalement pas grand-chose en fait, dans son histoire. Il y a des scènes un peu sympas, mais c'est l'impression qu'il... Je sais pas, il voulait caler ses couleurs, il voulait faire de l'art, il a peut-être pas eu l'occasion de faire plein de covers et du coup il a mis toutes ses covers dans son comic, tu vois, ça fait un peu ça. Voilà, je suis un peu une sorte de mouais, mais à côté de ça en fait tu veux l'avoir dans les mains, tu veux l'avoir chez toi parce qu'il est beau. Ouais, c'est vraiment ça, c'est que c'est une œuvre, chaque page t'as un effet waouh direct, il y a des choses qu'il a fait mais incroyables visuellement, enfin, c'est vraiment... Il a un talent qui est extra. J'avais un peu peur sur les couleurs en voyant la couverture, mais finalement je m'y suis vite fait. Alors ça ressemble pas à ses couleurs de d'habitude. Ouais, non mais je sais. Bon. Oui, mais Bartel c'est son style. Là, tu vois, c'est Alex Ross. Normalement, c'est pas comme ça. Tu vois, c'est pas son style. Et en fait, ça colle super bien. Il y a des scènes quand d'explosion de couleurs. En fait, t'as l'impression d'être dans un espèce de feu d'artifice psychédélique complet. Et ça marche bien. Mais l'histoire, dommage pour moi là-dessus. Alors si je fais la moyenne de vos deux avis, c'est beau, mais 3 petits points. Mais j'ai l'impression que toi, Regan, c'est pas forcément le même avis.
Oui, même si on va dire que c'est étonnant, je suis beaucoup moins salé, effectivement. Bon, évidemment, hein, graphiquement, je pense que vous avez bien compris qu'il n'y avait rien à redire sur l'approche qu'il a pu mener. Je trouve que c'est audacieux quand même à son âge, avec une telle assise, quelqu'un qui n'a absolument rien à prouver à personne, de se remettre encore en question aujourd'hui. Et très clairement, l'exercice pour moi qu'il fait sur Full Circle, c'est du Jack Kirby dans tous les sens du terme, parce que Kirby avait tendance justement à tenter des choses, les fameux montages photographiques où il découpait des morceaux dans les magazines qui collaient, etc. Donc tu retrouves cette ambiance expérimentation, mais aussi sur le côté, le message est plus important que l'histoire chez Kirby souvent. C'est pour ça que c'est parfois brouillon, etc. Et je trouve que justement on retrouve cette ambiance-là. C'est-à-dire que je dis pas que c'est du niveau des New Gods de Kirby, mais il y a vraiment cette vibe. Je veux raconter une histoire qui est assez simple, effectivement. Ça n'a pas d'énormes prétentions non plus. Mais je trouve qu'il y a plus de profondeur que ce qu'on lui en donne. D'abord, je trouve qu'il y a vraiment un côté sur l'impact qu'ont les personnages sur leur environnement et même les gens sur leur environnement. C'est, encore une fois, sans trop révéler, évidemment, du comics, c'est quand même relativement assez court. Il y a vraiment un côté karma, l'impression, le sentiment même que peut donner les gens sur le monde qui les entoure. Et il y a toute une réflexion là-dessus sur la zone négative qu'il exprime notamment à la fin, comme tu disais, sans en dire plus. Et je trouve ça beaucoup moins basique ou simpliste qu'il n'y paraît. Je trouve ça assez intéressant comme réflexion. On retrouve en plus ce côté très explorateur de l'inconnu, qu'on avait un peu perdu quand même avec les mondes un peu plus récents qu'on a pu avoir. Donc je trouve qu'il y a quand même des tentatives. C'est pas aussi basique que ça, je trouve. C'est... les éléments des personnages sont assez simples, mais je trouve qu'il y avait un petit côté lot aussi. Pour ceux qui voient de quoi je parle, avec ce côté, malgré le désespoir qu'on peut vivre, on continue de s'accrocher à la moindre parcelle d'espoir, justement, pour la suite. Je trouve qu'il y avait aussi un aspect très mythologique, effectivement. Donc, c'est pas l'histoire en elle-même, c'est les grandes figures qu'elle invoque au niveau des références qu'il peut avoir, avec des personnages tous bigger than life, comme on dit. Donc si le déroulé en lui-même est assez simple, je trouve que ça va quand même un peu plus loin que juste un artbook quand même. Certes, il assume complètement son normage à l'époque de Kirby, c'est-à-dire que même la narration, c'est en fait, ça fait référence à un épisode bien précis qu'a connu les 4 Fantastiques au début de leur carrière. Donc c'est complètement assumé. Mais je trouve effectivement que ça va un peu plus loin que ça. Après... Voilà, je vous dis pas que c'est Layla Starr ou je ne sais pas, enfin c'est pas ou Saison de sang. C'est moins complexe effectivement sur son déroulé, mais je trouve qu'il y a plus à en dire que ce que en laisse paraître les images. D'ailleurs, en parlant d'images, on se reproche, alors pas tout le monde, mais il y a toujours cette question de comme quoi le style de Kirby est assez figé. Enfin, qu'il fige la page, pour être tout à fait exact. De Ross. De Ross, pardon, la lapsus, ouais, c'est le cas de le dire. De Ross, qui aurait tendance à figer la page par son côté aquarelle, etc. Là, c'est pas du tout le cas. Enfin, je veux dire, c'est ultra dynamique. Au-delà même de la couleur, la composition des pages est très dynamique. Il y a beaucoup d'effets qui donnent du souffle, encore une fois, un peu épique au récit. Donc non, franchement, moi j'ai passé vraiment un excellent moment. Encore une fois, c'est comme quand Kirby écrit qu'il est tout seul. Enfin, oui, ça part dans tous les sens. Il essaie de faire plein de choses et qui trop embrasse mal étreint. Mais pour autant, je trouve qu'il s'en sort quand même pas si mal. Et puis, si vraiment il y a que ça, oui, vous avez quand même un artbook magnifique. De toute façon, la question se pose pas. Mais je trouve effectivement qu'il s'en sort quand même pas si mal, même si comme tous les grands auteurs qui veulent écrire par eux-mêmes, des fois c'est un peu maladroit, des fois c'est le fond prime plus que la forme ou le déroulé, mais vraiment voir ça encore une fois à cette période de sa carrière, moi j'ai vraiment pris pas mal de plaisir. Et je pense que c'est quand même malgré tout un peu plus qu'un artbook. Juste un petit mot, comme vous le voyez pour ceux qui ont l'image. Donc il y a 2 formats qui sont sortis, en souple et en hardcover, en dur. Voilà, c'est ce genre de petit récit qui mérite, je pense, une belle édition. Oui, après, voilà, j'ai l'édition soft et je
trouve que c'est pas tellement une bonne idée. Ouais, Ils avaient que ça par rapport passé, à... mais par rapport justement à... Après, si ça permet de permettre à des gens qui n'auraient pas pu le prendre autrement, c'est très bien. Ça, y a pas Il de faut le voir souci. comme un livre d'art, donc de l'avoir en physique papier avec une couverture solide, enfin, ça marche mieux en tout cas. Ouais. Puis Et ça, les efforts pareil, qu'ils ont fait aussi sur les couvertures. C'est ça, c'est un bel objet aussi. Tu vois, je vous ai montré pareil l'image tout à l'heure, la cover, la dust cover, la jaquette, merci, qui reprend une des planches de Ross sur la création des Caves Fantastiques. Donc franchement, c'est un bel objet en plus de ça. Donc franchement, ouais, non, c'est plutôt une belle aventure. Ouais. Il y a une différence de prix, j'imagine, entre les deux, mais c'est... Oui, quand même. Oui. J'ai pas les prix en tête, mais c'est quand même... La hardcover est moins chère. Ok. Oui, bien sûr. Ouais. Au moins. Ok. Merci en tout cas, Jean nous a parlé de ça et Nivray Ergen d'avoir réagi. D'ailleurs, Nivray, ça va être ton tour. Je pense que le titre est assez parlant. Et quand on voit la couve aussi, c'est relativement parlant. C'est frigo, oui, mais c'est réfrigérateur full of heads. Exactement, des Qu'est-ce que frigos pleins de têtes. Et il y a 2 ans, Joe Hill, donc fils de Stephen King, a sorti Basket Full of Heads, qui était du coup un petit événement d'Halloween 2019. Et en 2021 chez DC, et du coup en 2022 pour nous, est sorti Réfrigérateur Full of Heads, qui est une suite, très clairement, de Basket Full of Heads, mais par une autre équipe au complet. Donc on retrouve Rio Ewers, qui est un auteur de romans policiers, plutôt du thriller, mais qui a déjà aussi bossé sur du comics, entre autres une adaptation de Stephen King. Et Tom Fowler, qui a fait du Sandman Universe, du Rick and Morty, et aussi quelques belles illus sur Squirrel Girl. Et surtout, aux couleurs, parce que j'aime bien les couleurs, Bill Crabtree, à qui on doit entre autres les jetés de couleurs de BZRKR, donc Berserker de Matt Kine avec Keanu Reeves, nous l'oublions pas, et Invincible de Kirkman. Quand même très très belle couleur. Donc sorti le 14 octobre chez nous en France, un an après les US. C'est un comic qui fait partie du label Hill House Comics, donc le label de Joe Hill. Il est en 6 issues, donc 6 chapitres. En France, il est sorti bien sûr dans un seul volume. 5 6 Tu me mets le doute. J'ai noté 6. C'est peut-être 5. C'est en 6. Hein. C'est 6, hein? Non. Donc on est sur une comédie horrifique de type plutôt gonzo, donc fou, bizarre, vraiment extrême, excentrique. Grindhouse, quoi, alternatif de la série B. Alors, il faut que je vous refasse un petit récap quand même de ce qui s'est passé dans Basket Full of Heads. Précédemment. Même si on nous répète les choses, on nous réexplique les choses si on n'a pas lu le précédent. Basket Full of Heads, c'était l'histoire d'une nana, un été, qui était en vacances, qui rejoignait son copain. Il se faisait attaquer par des prisonniers, enfin en gros, hein, dans les détails, c'est pas exactement ça, et qui finissait par couper la tête de tout le monde avec une hache nordique. Voilà. Et qui se trimbalait bien sûr avec un panier dans lequel il y avait ses têtes, d'où le titre Basket Full of Heads. Et ces têtes avaient une particularité, c'est qu'elles parlaient encore, une fois détachées du corps, et pas juste dans sa tête à elle, elle parlait vraiment, tout le monde les entendait. Voilà. Et du coup, elle a découvert tout un tas de machinations, jusqu'à même des trucs qui étaient en rapport avec son copain. Et donc là, Réfrigérateur Full of Heads, on arrive 1 an après, dans la même ville, enfin même île d'ailleurs, puisque c'est une île, avec 2 personnages qui sont des romanciers, qui vont venir en fait découvrir l'île. Ils ont besoin d'inspiration, ils ont besoin d'un petit quelque chose. Et il va se passer des choses assez fous. Je parlais à un Gonzo Grindhouse tout à l'heure, pour vous mettre un peu dans l'ambiance série B. Ils vont en fait d'abord être confrontés à un gang de bikers. Puisqu'ils arrivent en ville et ils s'intéressent un peu trop près à ce que font ces bikers. Démarre alors une course-poursuite avec une fuite incroyable et qui se termine dans l'eau où ils vont retrouver la hache, la fameuse hache du premier comics. Et après plein de références à, entre autres, les Dents de la Mer, ils vont se battre avec un requin, avec plein d'autres mondes, et ils vont couper, bien sûr, des têtes avec cette hache, et ce sont des têtes qui vont parler. On retrouve vraiment exactement le même principe, puisque c'est la même hache que dans le premier livre. Et voilà, donc June, qu'on avait comme héroïne du premier, va revenir aussi dans l'histoire. Tout le monde va revenir, on est dans la même ville avec les mêmes personnages. C'est vraiment une suite. C'est d'ailleurs pas ce que j'attendais, moi, du comics, mais c'est comme ça. Avec quelque chose de différent du premier, c'est qu'on va vouloir nous expliquer les choses. En l'occurrence, on va vouloir nous expliquer l'origine de l'arme,
qu'elle fait partie de la tétrade viking avec une ceinture, une épée et une dague qui appartiennent tous à des fils de Loki, à des cousins d'Odin et j'en passe. Non, mais c'est un peu ça, c'est genre la famille nordique. Donc on mange de la mythologie nordique pour un peu excuser cette histoire, quoi. Ils ont besoin de nous raconter l'origine, alors que je trouve ça un petit peu dommage parce que je trouve que le côté hache magique qui maintient en vie les têtes décapitées, c'était juste suffisant pour le premier tome. Donc là, on va avoir un comics qui va nous expliquer un peu plus les origines de tout ça et qui va partir au fur et à mesure des issues. Donc officiellement, on est censé s'arrêter à la 3e, mais bon, j'étais jusqu'au bout puisqu'en VF, il est sorti en entier. Mais qui va partir dans des folies de boucherie, très clairement, je ne trouve pas d'autres termes, avec quand même des passages comics très intéressants, en particulier le travail du lettrage. Et c'est là que je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas noté les lettreurs, alors que justement, je voulais en parler. En fait, il y a pas mal de scènes qui sont avec des sortes d'onomatopées, des bruits. Ça va être un bruit de dérapage de voiture, ça va être un bruit de tête qui rebondit, ça va être un bruit de requin qui claque des dents. Et en fait, le boulot du lettrage rend vachement bien dans le comics. Et c'est rare qu'il y en ait autant, je trouve, d'onomatopées et qu'elles soient aussi bien gérées. Et après, il y a des chances que ça ait été fait par le dessinateur, pour la partie onomatopée. Je suis pas sûre. Bah, tu vois, si c'est... Bah, en fait, il y en a qui paraissent intégrés dans le dessin, et il y en a d'autres qui sont pas ça, pour tout... moi, c'est clairement le ouais, je sais pas, je suis pas sûre. Ouais. Pas sûr. Mais... C'est pas sûr. Ouais. J'ai des doutes, il y a certaines scènes de rebond de tête qui sont vachement bien gérées. Après, tu as aussi des bulles où les placements sont vachement bien faits. En tout cas, il y a un gros boulot là-dessus, sur le lettrage, et qui, pour moi, reste le point positif du comics, parce que c'est vrai que sur le reste, c'était pas l'histoire que je venais chercher. En fait, en voyant que c'était la suite de Basketful of Heads, je me suis dit, ils vont faire une anthologie d'horreur, en fait, en reprenant l'arme, et en la faisant se balader d'histoire en histoire. Finalement, on se retrouve avec une seule histoire, avec l'envie de nous expliquer, alors que pour moi, il n'y avait pas besoin d'explication. Et c'était pas ça que je cherchais. Pas du tout ça que je cherchais. Donc, je suis un peu déçue. Un peu salé. Un peu salé. Regan, je t'ai vu un peu acquiescer de la tête sur certains passages de sa chronique. Est-ce que, juste avant de nous en dire plus, peut-être, je vais revenir sur la chronique d'avant. Pourquoi ? Pour le prix ? Parce que c'est 12 € en version souple et 22 en version rigide. Sur le Full Circle. Voilà. Mais je te laisse quand même intervenir sur Refrigerator Full of Heads. Effectivement, le sentiment global, c'est pas ce que je voulais lire en fait. On est d'accord. Pour la faire très courte, le plus gros souci, alors au-delà même du choix de faire une suite plutôt qu'une anthologie, qui était dans le monde de l'horreur et un passage classique, obligé. Enfin, je ne vais pas vous faire la liste, les creepshows, les machins. Fais la liste. Voilà, cette ambiance, l'élément maléfique qui passe d'une personne à l'autre avec tout ce que ça peut impliquer. Alors certes, c'est un lieu commun, mais inversement, c'est aussi ce qu'on attend de ce genre d'histoire. Et le problème, c'est qu'au-delà même de perdre cet élément-là, ça change du coup le récit. C'est-à-dire qu'on passe de Stephen King à Garth Ennis, en fait. Et c'est pas mal. Voilà, ça, ouais. Et du coup, c'était pas du tout le pitch de départ. Alors, soyons clairs, je sais plus si on l'avait review Basketball of Heads. Il me semble. C'est pas à contrôler. Il me semble que oui. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas quelque chose qui va vous empêcher de dormir le soir. C'est pas ça. Mais il y a quand même cette ambiance un peu malsaine, un peu bizarre, un peu étrange, qui m'ont fonctionné vraiment très bien dans le premier. Là, c'est l'inverse de Show Don't Tell. C'est-à-dire que je vais te raconter tout ce que tu ne voulais pas savoir, mais je vais te le dire quand même. Avec cette ambiance un peu solo, le film, vous voyez, pour le côté, je vais te raconter les moindres détails qui peut te... C'est vachement bavard pour une série B, en fait. C'est ça le problème, c'est que ça ne raconte pas grand-chose au final. Ça met un lore ultra détaillé pour des choses qui n'avaient pas grand intérêt à être genre ils rajoutent des méchants supplémentaires dont on n'a pas besoin. C'est compliqué, honnêtement. Ouais. Du coup, ce changement de focus, donc comme je disais, qu'on passe des contes de la crypte à des enquêteurs du surnaturel, vraiment, c'est dommage. C'est vraiment dommage parce qu'il y avait du vrai potentiel, comme on l'a vu avec la hache et toute cette ambiance-là, pardon. Alors, je vais chercher loin, mais tu vois, c'est un peu comme lire la transformation de Kafka, tu vois, on n'a pas besoin de savoir pourquoi, en fait. C'est juste apprécier le moment,
l'élément perturbateur et ce qu'il en découle pour les protagonistes. Quand tu dis Basket Full of Heads, ça n'avait rien à faire de savoir d'où venait c'était cette pas le hache. sujet, quoi. On t'avait dit hache nordique, ça suffisait. Hein. Voilà, on donne juste un drop naming pour laisser un nom d'un dieu nordique, pour faire un peu plaisir, mais c'est tout. Et vraiment, c'est dommage. Et en plus, il accumule les petits problèmes, c'est que tu parlais du lettrage. Ouais, alors moi, j'ai pas vraiment passé. J'ai trouvé ça. C'est too much. Il y en a de partout. Bah oui, mais alors, en fait, je trouvais que le lettrage collait vachement bien avec l'ambiance série B qu'ils voulaient donner. Ah oui, tu vois, par rapport aux bulles avec trop d'explications, il n'y a pas besoin. Il y a des pages où il y a plus de lettrage que de dessin. Mais oui, mais je trouve qu'il est vachement bien fait. Tu vois, le chomp. Et c'est ultra brouillon du coup. C'est très difficilement lisible. Vous êtes de mauvaise foi, monsieur Reagan, vous êtes de mauvaise foi. C'est très chargé. Les scènes du requin sont très chargées. Alors, la violence, pourquoi pas, enfin, on s'en fiche, j'ai pas l'exemple, mais c'est ultra chargé. La colo, le rouge, ils ont eu du paquet. Mais alors, il y a des pages et des pages de rouge et de rouge. C'est vraiment. Entre le sang et puis les effets de la hache et tous les objets. Et vraiment, ça en devient difficilement lisible sur les scènes de combat. Des fois, je comprends pas vraiment ce qui se passe. Alors, on comprend la fin, hein, évidemment, mais. Après, voilà, c'est pas catastrophique, hein, soyons clairs. C'est juste qu'on tape tellement loin de ce qu'on était au départ. Petite parenthèse sur le style graphique que je trouve très franco-belge. Fait un peu penser à cette ambiance un peu Little Kevin, vous voyez, ce genre de dessin un peu qu'on a un peu de chez nous. J'ai trouvé un petit côté franco-belge aussi, mais je n'ai pas pensé à Little Kevin. Si, je t'assure. Pardon, parce que je confondais. Oui, Little Kevin. Ah, mais vraiment, il y a certains visages, exactement. Ouais, oui. Et il y a vraiment ce côté très proche. Donc, franchement, c'était sympa, mais c'est frustrant quand même. C'est frustrant après un essai réussi de sortir du contexte et en plus, voilà, je vous spoilerai pas la fin, mais dans la série, on explique et on fait revenir des choses. C'est dommage. Quel dommage. Bon, je vais devoir te poser la question, Jean, tu sais très bien. La question est la suivante. Est-ce que pour toi, c'est hachement bien ou un truc de moins à acheter ? Oui, c'est valide. En tout cas, je serais hachement moins dur que mes petits camarades qui, je pense, peut-être ont été influencés dans leur lecture par le fait qu'ils avaient lu peut-être. Comment ça s'appelle ? Basket Full of Heads. Basket Full of Heads, que moi, je n'avais pas lu. Et tu vas le dire, j'imagine, il n'y a pas besoin. Hein, et donc, moi, j'ai découvert Réfrigérateur Full of Heads sans aucun a priori, en ne sachant rien, etc. Ce qui a été d'ailleurs un petit problème quand même, parce que du coup, tout d'un coup, alors que je pensais que c'était une histoire originale, je réalise que c'est une suite. Donc on raccorde les wagons, c'est pas un problème, mais c'est vrai que le personnage de June, on s'attache pas autant à elle qu'on devrait, puisqu'on n'a pas lu la première partie. Et puis il y a des trucs à la fin où je pense si t'as lu Basket Full of Heads, ça marche mieux, mais c'est pas très gênant, parce que du coup, moi, n'attendant rien, c'est bien débile, c'est bien rigolo. Et je me suis amusé quand même dans l'ensemble comme un petit fou. Et c'est vrai que c'est pas super génial, parce qu'à un moment donné ils se perdent dans leurs explications, où tu crois qu'ils vont aller vers quelque chose d'intéressant et finalement ils vont pas très loin, mais comme une petite série B. Mais en fait, ça va vite, ça se prend pas la tête, si j'ose dire. Et au moment où tu pourrais commencer à t'emmerder, tu t'aperçois qu'il reste plus qu'une issue. Alors tu la lis, et en plus, ça va très très loin dans le n'importe quoi, et le débile à la fin, c'est totalement jouissif. Moi, j'ai trouvé ça totalement jouissif. Il faudrait pas que ce soit plus long, parce qu'effectivement, c'est loin d'être un chef-d'œuvre. Mais en fait, j'ai envie de dire, on n'a pas toujours envie de lire des chefs-d'œuvre, par exemple. Pour les films, on n'a pas toujours envie de regarder 2001, l'Odyssée de l'espace, qui est un chef-d'œuvre. Il y a des fois, on a envie de regarder Tango et Cash. Bon, ça, c'est Tango et Cash. Et franchement... Je ne m'attendais pas à ce parallèle. Je ne vais pas te mentir, celle-là, je n'ai pas vu venir. Donc voilà, si vous avez... c'est sans prétention. C'est pas un must-have, mais ça détend si vous avez envie de vous marrer et de voir des trucs vraiment totalement improbables avec beaucoup de sang, et des têtes de requins et des têtes qui parlent. Et ouais, c'est rigolo. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est rigolo. Ce sera le mot de la fin pour ce comics. Ensuite, on passe à toi, Regan, pour le 3e. Et tu nous parles de Starange. Effectivement, Starange. Peut-être que ça t'arrange pas d'en parler ce soir. Ouais, ça allait bien. Arrête, merci. Drop. Bien, nous sommes en l'an de grâce 2112.
On voyage dans l'espace, on a commencé à coloniser les exoplanètes. Bien sûr, qui dit exoplanète dit tomber sur l'intelligence maléfique artificielle qui va décider d'examiner et de décimer l'ensemble de la Terre en représailles, bien sûr. Et forcément, il faut trouver quelque chose, hein, faut réagir. Surtout qu'en plus, cette intelligence artificielle a décidé d'utiliser nos corps pour s'exprimer, morts, hein, bien sûr, les corps, avec ce côté un petit peu cyborg, hein, cybernétique, tout ça. Eh ben, on n'est pas dans la merde. Donc, que fait-on ? Eh bien, on décide d'essayer de repartir à la base, hein, pour essayer d'empêcher que tout ça parte en sucette. Deuxième salle, deuxième ambiance. Nous suivons un jeune couple, Daryl et Amber, qui se cherchent un peu, qui devisent un petit peu d'échanges autour de la Wicca, qui passent un peu de temps en Angleterre. Enfin voilà, tout ça, on sent qu'ils hésitent à s'engager l'un pour l'autre, mais bon, écoutez, pourquoi pas, hein, à voir ce que ça peut donner. Troisième salle, troisième ambiance. Vous me suivez toujours, j'espère, hein, parce que c'est pas fini. Hein. Une jeune créature est renvoyée dans un passé médiéval du 5e siècle de la Grande-Bretagne, parce que bon, le passé, le présent, tout ça, c'est compliqué. Hein, Doctor Who / vous voyez de quoi je parle. Timey-wimey. Et seule la vieille magie de l'Angleterre, tu vois, celle qui est la vraie, celle des origines, quoi, hein, avec les légendes arthuriennes, tout ça, ça semble être capable de sauver la situation. Pour la situation que je disais, donc en 2112, hein, puisque du coup on fait un voyage dans le temps en passant un peu en mode Terminator. Ça me semble assez clair, je pense. Hein, je pense que tout le monde a compris. Absolument. Voilà. Donc il s'agit effectivement de Strange, un comics de Liam Sharp au dessin, Liam Sharp au scénario, Liam Sharp au lettrage et Liam Sharp au design. Donc, je pense que ça me paraît assez clair. Liam Sharp, pour ceux qui voient ou ceux qui ne voient pas, c'est celui qui a dessiné en partie les Green Lantern de Morrison, le Batman Wonder Woman qui était plutôt pas mal. Je sais plus, j'ai plus le nom en tête, avec une ambiance fantasy. Batman Reptilian récemment, ou encore Spawn Dark Age, avec ce style très, très lourd, très ancré, très cyberpunk un peu par définition aussi, donc ça colle bien avec ce qu'il veut raconter. Donc on est sur un récit qui est quand même assez ambitieux pour vous dire, donc c'est peu dire, sachant que le titre, donc Strange, c'est Strange livre 1. Eh oui. Oui. Alors que la mini en elle-même est en 6 numéros. Donc, manifestement, on va en manger. Hein, ça me paraît assez clair. Alors, au-delà du pitch, comme je vous l'ai dit, qui est un petit peu... quand même un petit peu de déjà vu, hein, on va pas se mentir. Il y a ce côté... encore une fois, les légendes arthuriennes pour la 1000e fois qui reviennent encore dans le milieu avec Merlin et compagnie. Pour autant... même si la source de départ est encore, pour la 1e fois, les légendes arthuriennes, il a des ambitions. Hein. Il a clairement des ambitions. Il veut une grande fresque. Il veut raconter plusieurs époques. Coucou Thor. Il y a une ambiance un peu cryptique initiale. Coucou Morrison. Ça foisonne d'informations. Coucou Hickman. Ou encore, comme je disais, la convocation des légendes arthuriennes. Coucou Mike W. Barr. Alors, moi, je pensais plutôt à Camelot 3000 en l'occurrence, mais Alexandre Astier, ça marche aussi. Donc voilà. Donc ça veut faire beaucoup de choses. Vraiment beaucoup de choses. Entre Terminator, Iron Man, Camelot. Enfin voilà, ça. C'est difficile parce que quand on a autant d'ambition de caler tout ça en 3 issues, parce que je me rappelle, hein, qu'on lit normalement 3 issues, ça déborde, ça en fout de partout. C'est compliqué. Le tempo est assez mal maîtrisé, puisque justement on fait donc sur 3 périodes différentes. Il y a vraiment un côté, certaines pages, les pages, ça s'appelle les pages Wikipédia, tu vois, c'est je te ressors du fact, je te colle ça direct, je te mets une map, je te donne des zones, des noms de zones, etc. Oui, Stonehenge a été fabriqué en telle année, etc. C'est un petit peu indigeste. Alors, pour que ce soit clair, moi j'adore ce genre de truc, mais clairement ça va être indigeste et ça risque d'être assez compliqué. En plus, ça se veut méta sur sa manière de faire le récit.
honnêtement, la partie méta, c'était pas nécessaire. Encore une fois, le méta, c'est bien gentil, mais il faut le maîtriser. Tu vois, ça devient trop vite un bonus qui n'est pas franchement utilisable ou utilisé. La chute de Tiernanog, Batman Bande Roman, effectivement, merci Guillaume. Et puis ce format, tu vois, 6, mais livre 1, enfin, tu te dis, on va où? Ça va être combien de tomes? C'est difficile. Alors après, encore une fois, comme je disais, moi j'aime bien ce genre d'ambiance qui se veut un peu bigger, avec des grandes trames, etc. Mais ça va être dur de tenir sur sa route quand on voit qu'il a déjà du mal à se centrer sur son histoire au bout de 3 épisodes. J'ai oublié d'en parler, mais évidemment, Liam Sharp est donc au dessin. Et effectivement, Liam Sharp au dessin, voilà, hein, vous en avez là aussi pour votre argent, avec son style très organique, très Giger, comme on pouvait le dire aussi sur d'autres éléments. Un peu plastique aussi dans cette version-là, parce qu'il y a vraiment ce côté presque collage, découpage de certaines pages, un peu à la Dave McKennan sur Arkham. C'est la force du comic, je pense. C'est ce graphisme qui essaye d'aller plus loin, qui a des choses à raconter avec son graphisme. Et les changements, du coup. Et des changements, effectivement, qu'il peut apporter. Il est accompagné d'ailleurs il y a quelques dessins de Mathilda McCormack Sharp, qui j'imagine est quelqu'un de sa famille. Alors, je ne suis pas allé vérifier. Femme, c'est peut-être genre les dessins un peu à la Disney. Je pense que c'est sur cette partie-là, effectivement. Je ne sais pas trop quel est son lien de parenté. Mais cela ne nous regarde pas. Exactement. Donc, c'est compliqué. J'apprécie, mais voilà, la béquille légende arthurienne, je pense que malheureusement, là, on la mange trop, même s'il y a des récits réussis dessus. Once and Future, par exemple, il y a un récit que je trouve plutôt réussi sur l'ambiance arthurienne, qui le met à sa sauce correctement. J'ai envie d'y croire. Franchement, j'ai envie d'y croire parce qu'il y a moyen d'en faire quelque chose de cet univers. Non, mais voilà, très clairement. Mais ça va être difficile parce que ça veut faire beaucoup de choses. Ça veut faire Terminator, comme je disais, ça veut faire Camelot 3000, ça veut faire vraiment beaucoup de choses. Et pour l'instant, c'est assez simple quand même au niveau des personnages en eux-mêmes. Enfin, il ne se passe pas grand-chose pour les personnages. Je suis intrigué. Je suis vraiment intrigué. C'est pas un non, c'est pas un oui, allez-y les yeux fermés. C'est compliqué. Je pense qu'il y a du potentiel. J'espère pour lui qu'il arrive à décanter ses envies et ses besoins dans les autres tomes, parce que je me suis vraiment arrêté au 3e pour l'exercice. On va voir si ça se termine en 6 et que ça ouvre sans frustrer en plus, parce que c'est aussi le gros risque. À voir. Mais il y a quand même un côté effectivement déjà vu qui risque est très, très dense, qui risque de lâcher pas mal de monde. Au moment où tu as dit que tu as envie d'y croire, j'ai vu quelqu'un à l'opposé de la table qui a mis sa main sur le cœur. Tout à fait. Et du coup, je vais lui poser la question, Jean, toi, tu y crois aussi? D'abord, il m'a ému. Ok, c'est déjà bien. Voilà. Et mon avis rejoint presque point par point celui de Regan, parce que moi j'aime bien les récits compliqués, cryptiques, où on doit se casser un peu la tête pour les comprendre. J'aime bien les récits qui brassent beaucoup de temps. J'adore les histoires de voyage dans le temps, et même les trucs qui brassent des mythologies, en refaisant même pour la 20e fois, en reprenant le cercle arthurien. J'aime bien, ça me dérange pas. Mais dans ce cas précis, c'est vrai que j'avais noté comme note, ça veut tout, ça veut trop. Et donc, oui, j'ai envie d'y croire, mais c'est vraiment, j'ai noté le nombre de références comme ça. Alors, Terminator, Alien, Back to the Future, Star Wars, Lord of the Rings, Warhammer 3000, La légende du roi Arthur et spécifiquement Excalibur de John Boorman. Il y a ça, Rencontre du troisième type en passage avec le monde du diable. Et puis ça brasse même large parce qu'au détour d'une case, il nous sous-entend quand même le lien entre les pierres de Stonehenge et l'Égypte ancienne et les aliens. C'est au détail. D'où le Star-Henge, du coup. Voilà. Donc, il y a beaucoup, et ça fait un peu peur pour la suite, d'autant qu'effectivement, pour l'instant, les protagonistes principaux, on a du mal à s'attacher à eux. Parfois, malheureusement, le graphisme, aussi somptueux soit-il, joue contre lui, notamment parce que pour tout ce qui est représentation cosmique, incroyable, ça marche d'enfer. Pour faire des planches, ça va chercher du côté de Frazetta, notamment des planches à la Conan, hyper... Il y a carrément des hommages visuels, des planches qui sont des rip-off de certaines planches de Frazetta, complètement. Et donc pour créer des images mythologiques très très fortes, ça fonctionne très bien. Mais pour rentrer dans l'intimité des personnages, d'ailleurs, ils changent de style, mais
mais ça suffit pas. On a quand même du mal à entrer et à se sentir proche des personnages. Et alors, il y a la question de la voix off, de la façon de raconter. C'était pour ça que je disais le méta, c'est bien gentil, mais honnêtement... Alors pour moi, c'est pas forcément du méta. Enfin, on pourrait discuter 3 heures sur le discussion de méta, mais elle m'a interrogé, cette voix off, parce que je la trouve intéressante dans le sens où... Enfin, je la trouve intéressante et boiteuse en même temps. C'est-à-dire qu'elle a un côté... elle essaye de prendre la distance avec ce qui est en train de se raconter pour faire genre, ne nous prenons pas trop au sérieux, mais alors que l'ensemble se prend ultra au sérieux. C'est un peu comme s'il disait oui, alors je sais que c'est compliqué, mais je fais de mon mieux pour vous expliquer de la façon la plus claire. Mais sauf qu'en fait, il n'y arrive pas vraiment. Donc je salue l'effort, mais en même temps, aussi maladroite soit cette voix off, en tout cas pour l'instant, je pense que malgré tout, malgré sa maladresse, elle aide à rentrer dans le truc, parce que sinon, parce que c'est là où il y a un peu de chair, un tout petit peu de chair, un petit peu de sentiment humain à niveau pas mythologique ou interspatial. Donc voilà, et peut-être que cette voix off un peu maladroite qui pour moi est un peu peut potentiellement être le cœur du truc et nous aider à rentrer dans le truc. Et elle est peut-être là malgré tout, il est peut-être là l'espoir aussi. Mais voilà, gros point d'interrogation. Bon, mais je rejoins Hagen et j'ai envie d'y croire. Et tu as remis la main sur le cœur pour le manifester. Je t'ai pas vu mettre la main sur le cœur Nivray et je sens que ça va pas être aussi sympa. Alors, déjà vu la cover, je l'aurais jamais acheté et je ne l'ai pas acheté. Et quand j'ai vu que Regan avait choisi ça, je me suis dit bon, ok, c'est pas grave. Je l'ai feuilleté un peu, je me suis dit ok, c'est pas grave, on va essayer. Arrivé à la fin de la première issue, je me suis dit j'ai rien compris. Genre vraiment j'ai rien compris. Alors du coup je me suis dit c'est pas grave, je vais lire le résumé qui est à peu près un truc qui te dit que le futur Merlin revient au 5e siècle pour empêcher tes robots mécanoïdes voyageant dans le temps de voler la magie de l'univers ou je sais pas quoi. J'ai fait ok, j'ai rien compris non plus. Je me suis dit c'est pas grave, je me lance dans la 2e issue, peut-être que je vais mieux comprendre, et j'ai rien compris. Alors du coup la 3e, je l'ai survolée, hein. Vous m'excuserez, j'ai pas compris. J'ai pas compris le comics. Genre j'ai vraiment pas compris. Ça c'est incroyable, hein. Ça m'arrive pas souvent, mais genre juste j'ai pas compris. Je sais pas ce que ça voulait me raconter, je savais pas ce que ça racontait. J'étais perdue entre les gens. Comme en plus tu changes de style toutes les 2 pages, mon cerveau il savait plus tout ce qu'il regardait. Et la voix insupportable. Alors moi j'écris. C'est un peu comme Olaf quand il raconte un Disney. C'est-à-dire que t'as un humour, mais lourd et insupportable pour te raconter l'histoire. Ça ne sert à rien du tout dans l'histoire. Enfin, je trouve que cette voix off est... Vraiment, j'avais l'impression que j'avais quelqu'un qui me disait « Mais si, il se passe ça. » juste arrête de me raconter ou au moins essaye d'expliquer les choses correctement parce que je ne comprends pas. Donc voilà, je sais pas. Ce comics m'a laissé sans voix, sans rien. Je sais pas, ça m'a perdu. Il y a plein de styles artistiques que j'ai adorés. Le côté médiéval, les cases sont belles, il y a une ambiance, il y a des couleurs différentes suivant les époques, il y a même des styles différents. Il y a plein de choses visuellement qui sont super cool, mais dès qu'il y a une bulle et qu'il se passe quelque chose, il y a une information, mon cerveau est bloqué. Genre je comprends pas ce qu'il va me raconter, je comprends pas comment ça va ensemble, je comprends pas ce que ça construit. Et ouais, perte totale. Ça m'arrive pas souvent, mais vraiment j'ai pas accroché mais à rien en fait. En fait, ça commençait bien. Je pense que les 3-4 premières pages, je me dis oh, ça a l'air sympa et tout ça. Et je crois qu'on bascule dans le futur. Et là, j'ai fait Comme je disais, l'articulation des 3 périodes n'est pas du tout intuitive. Ah non. Alors, t'as le style, effectivement. Mais en fait, derrière, t'es perdu. Enfin, ouais, ça n'a pas du tout marché pour moi, quoi. Désolée. Bon, c'est pas grave. Au moins, tu as pris le temps de survoler au moins les 3 issues et c'est déjà bien. J'en profite du coup pour faire un petit récap des titres qu'on a évoqués ce soir. Donc il y a Jean qui nous a parlé de Fantastic Four Full Circle, Nivray de Réfrigérateur Full of Heads et enfin Regan de Strange. Et je crois que désormais nous allons passer à la rubrique suivante, à savoir le focus. Alors il y a une tradition ici. On m'avait dit que je devais préparer des blagues avec des noms de Villiers-sur-Marne, mais j'avais que 30 minutes pour préparer ça. Heureusement que Regan m'a dit ça va, t'y es large. Je me suis dit que j'avais le temps d'aller dans le Val-de-Marne à vol d'oiseau,
Mais si on prend la voiture, on pourra rouler à Joinville, le pont, et l'important, ce sera surtout de ne pas faire de tête à queue en Brie. D'ailleurs, je me suis même dit qu'on pourrait croiser Alex et Zef à Saint-Maur-des-Fossés. Je ne sais pas ce que tu en penses d'ailleurs, mon cher Jean d'Ormesson-sur-Marne. En tout cas, il faudra surtout éviter de boire trop de vin saine pour éviter divers sucis en Brie. Au final, tant qu'on a bon pied, bon œil sur Marne, alors tout devrait bien se passer dans ce Val-de-Marne. Ouais. Ça va, ça Ouais. va. Ça passe, ça passe. Ça passe, c'est bon. Ok, bon bah cool. En tout cas, évidemment, vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux Comics Podcast, sur Twitter, sur Facebook. Il y a aussi le Bouya Comics Club, évidemment pour les groupes d'amateurs de comics. Vous pouvez crier Bouya chez vous aussi. Pour les vieux. Pour les voilà. Et sur Instagram pour les un peu moins vieux, et bien sûr le Discord du vaisseau Hyper Sensas par lequel vous êtes passé, notamment peut-être pour nous voir sur Twitch en direct ce soir. On fait aussi un coucou aux diverses librairies du département de Val-de-Marne. J'ai aucun nom, mais si vous en avez un, c'est le moment de le lâcher. C'est déjà trop tard. Et bien sûr, alors que Trus n'est pas là, il aurait adoré le dire. Je crois qu'il a 5 minutes de retard. 5, comme le nombre d'étoiles que vous pouvez mettre sur Apple Podcast. Bien évidemment, vous êtes les meilleurs. Merci pour ça. On va fermer cette parenthèse, on va revenir au focus. Et je crois que c'est toi, Jean, qui a envie de nous parler de tout ça. Je vais juste dire un truc. Je crois que ça a été fait en 1982. Ouais. Et c'est l'année d'avant ma naissance. Voilà la transition. C'est à toi. Eh bien, je vais vous parler d'un monument des comics. Il s'agit ni plus ni moins que du premier graphic novel de chez Marvel, paru en 1982. Et son titre, c'est La mort de Captain Marvel. Oh, le spoiler. Spoiler dans le direct, titre. c'est quoi Ok, merci. Voilà. Bonsoir, bonne nuit. Donc, peut-être que pour certaines personnes qui nous écoutent, c'est important de resituer Captain Marvel, parce qu'en l'occurrence, il ne s'agit pas de Carol Danvers, qui est le... Mais non. Mais non. Ni de Shazam d'ailleurs. Mais de non. Shazam. Donc, il ne s'agit donc pas de Carol Danvers, qui est la Captain Marvel actuelle du MCU et des comics. Là, il s'agit du personnage originel qui avait été créé en 1967 par Stan Lee, Roy Thomas et Jen Colan. À l'origine, c'était un espion de la planète de l'Empire Kree qui est venu sur Terre pour observer, repérer en vue d'une invasion, mais il s'attache à la Terre et à ses habitants, et donc il trahit sa mission, ce qui fera de lui pour toujours un traître à sa nation, et il va devenir un super-héros sur Terre. Au début, il avait un costume blanc et vert, qui n'était pas des plus saillants d'ailleurs dans son premier volume. Ça faisait guerrier. Ça faisait guerrier. Et ensuite, plus tard, il y a eu plusieurs volumes. La série s'est arrêtée, elle a repris. Il y a eu une refonte totale avec changement de costume, où il a trouvé son look qui est devenu son look iconique, à savoir un costume rouge vif et bleu sombre avec une étoile. Et c'est donc le premier Captain Marvel. À noter, parce que c'est important, qu'il y a eu une période de son histoire où il était en duo, on va dire, avec Rick Jones, qui est un personnage récurrent du Marvel Universe. Entre autres, c'est l'ami de Bruce Banner, et c'est à cause de lui que Bruce Banner a été exposé au rayon gamma et qui est devenu Hulk. Et pendant une période, ils étaient donc en duo, c'est-à-dire qu'ils partageaient le même corps. Quand Rick Jones était dans la réalité, Captain Marvel était dans la zone négative, et Rick Jones frappait ses méga bracelets et ils inversaient leur position. Ça a été une longue période. Et cette période... Peut-être un spoiler de Miss Marvel, de la peut-être. série. Ouais, juste globalement, tout ce qu'il vient de vous raconter, ça doit vous, si vous suivez le même MCU, ça doit un petit peu vous infuser de plein de choses différentes. Parce qu'effectivement, Captain Marvel, le film, ou effectivement Miss Marvel, la série, dans les deux cas, Pioche Il y a un petit des peu, il petits commence liens, à il y a des piocher petites des choses, choses là-dedans. Donc il faut savoir, c'est très important, que cette refonte du personnage et le succès qu'il a eu à l'époque était essentiellement le résultat du travail d'un homme, Jim Starlin. Alors Jim Starlin, là on est sur du lourd, de chez lourd. Jim Starlin, c'est l'homme qui a posé les jalons, qui a été pratiquement l'architecte tout seul du côté cosmique de Marvel, après, disons, la période des origines, Stan Lee, Kirby, etc. Ensuite, c'est lui qui a
qui a vraiment C'est la deuxième développé. vague, ouais. C'est la deuxième vague. Il a développé l'univers cosmique bien avant les Donny Cates et autres Jason Aaron, qui sont très très bien par ailleurs. Mais Il y a eu d'autres éléments même avant ça. Mais voilà, tout à fait. mais pour les plus récents. Andy Lanning, et tout ça. Donc, et juste pour vous donner une idée, ces personnages principaux sont donc Captain Marvel, Adam Warlock et surtout Monsieur Jim Starlin est le créateur de Thanos. Donc, quand on vous dit que c'est un pilier absolu, Ah, quand même. non seulement créateur de Thanos, mais auteur de la saga de comics qui a rendu Thanos célèbre, à savoir Infinity Gauntlet et sa suite Infinity Wars, puis Infinity Crusade, qui ont été adaptés de manière évidemment simplifiée, mais qui ont été adaptés dans le MCU. Donc voilà, on est sur du pilier de chez pilier, et tellement d'ailleurs qu'il fait un caméo dans Avengers Endgame, l'ami Jim Starlin au début d'Avengers Endgame, il est dans le groupe de soutien, le groupe de parole de Captain America. Donc voilà à qui on a affaire, et c'est lui qui illustre et qui écrit ce one-shot, ce graphic novel, La mort de Captain Marvel. C'était assez logique, puisque c'est lui qui avait fait le succès du personnage, que quand ils ont décidé de s'en débarrasser à ce moment-là, de le tuer à ce moment-là, parce que à ce moment-là la série marchait moins bien, et qu'en fait après lui, qui avait amené une certaine patte, un côté métaphysique au personnage, les auteurs suivants ne savaient pas tellement bien manier ce personnage, et ce personnage a un peu perdu en vitesse et en notoriété et en vente, soyons clairs. Et donc la maison mère a décidé de faire cet événement, de tuer ce personnage. Ce qu'il faut noter, c'est qu'en 1982, tuer un personnage, un super-héros, c'est encore quelque chose d'extrêmement rare. On n'est pas encore habitué à l'époque aux morts multiples, et surtout aux résurrections archi-multiples des super-héros. Donc quand un super-héros majeur meurt, c'est fort, et surtout à ce moment-là, on ne s'attend pas forcément à ce qu'il ressuscite, alors que maintenant, ça ne nous fait plus rien, on sait qu'ils vont revenir. Parce que si c'est un mineur, c'est pas grave. Hein ? Si tu dis un majeur, c'est... Non, pardon, je te laisse reprendre, désolé. Et donc, et d'ailleurs, ce graphic novel a tellement marqué les esprits que le Captain Marvel d'origine est un des rares personnages de super-héros morts à n'avoir quasiment pas ressuscité. Quasiment. Parce que dans l'univers principal, il n'a jamais ressuscité. Tout à fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, après différentes personnes qui ont repris le titre, aujourd'hui, c'est Carol Danvers. Donc, au scénario et au dessin, on a Jim Starlin, ce qui est plutôt rare qu'il soit aussi au dessin. Il a surtout travaillé comme scénariste, et dans les grandes sagas, c'était d'ailleurs, comment il s'appelait, Ron Lim. Ron Lim qui est très bon dessinateur. Très bon dessinateur. Et je vais commencer par vous parler du graphisme, justement, qui est un peu étrange, qui a un côté un petit peu dans son trait, un peu daté, mais un peu daté même à l'époque. C'est-à-dire même en 1982, le style que choisit Jim Starlin pour cet ouvrage n'est pas dans l'air du temps. Il a un côté un peu plus ancien. Et pareil, au niveau des couleurs, il y a un choix assez fort. C'est que c'est à la fois très coloré, avec beaucoup de couleurs différentes, et en même temps c'est très pastel, à part le rouge du costume de Captain Marvel qui ressort très très fort, tout le reste est très pastel, ce qui fait qu'on se retrouve, alors qu'on est plutôt dans un univers de science-fiction et de cosmique interstellaire, il y a quelque chose, je trouve, dans les dessins qui renvoie à l'heroic fantasy plus au style SF, ou alors à la SF, mais à la SF, on va dire, pas des années 80, plutôt à la SF des années 50-60. Et ça donne une sensation étrange, une sensation un peu poétique, mais surtout une sensation intemporelle. Parce que ça fait pas années 80, ça fait plus lointain, et donc ça renforce la sensation, à mon avis, qu'a voulu Jim Starlin, d'avoir une histoire universelle et intemporelle. Et donc l'histoire, le spoil est dans le titre. C'est la mort de Captain Marvel. Mais alors, de quoi est-ce qu'il meurt ? Alors, est-ce qu'il meurt en se sacrifiant lors d'une bataille épique pour sauver tout l'univers ? Pas du tout. Il meurt d'une maladie. Il meurt d'une maladie qu'il a contractée à cause d'un méchant de seconde zone qui s'appelle Nitro, qui avait utilisé un gaz toxique qui l'a empoisonné des années avant. Petite parenthèse rapide sur le personnage de Nitro, qui est un super vilain d'ultra seconde zone, mais qui a participé à 2 événements majeurs de Marvel, la mort de Captain Marvel, et il est le point déclencheur de Civil War.
Mais donc voilà, donc notre ami Captain Marvel a donc contracté une maladie qui, sur la lune de Titan, est appelée déchéance interne, que les Kree nomment la mort noire et que les Terriens nomment cancer. Ouais, on a donc l'histoire d'un super-héros qui meurt d'un cancer. Et donc pour l'époque, avec déjà ce premier point qui était de tuer un super-héros, qui était rarissime, c'était déjà un gros choc. Ensuite, on a le choix de cette histoire qui est extrêmement fort et qui va, provoquer ce que j'appellerais un roller coaster d'émotions fortes, de succession de scènes extrêmement fortes. Par exemple, l'annonce de sa maladie à sa compagne Élyséeus, qui est une planche sans texte, où simplement par le découpage et par les expressions des personnages, on comprend qu'il est en train de lui dire et comment elle réagit. C'est très très fort. Il y a la colère de son ami Rick Jones, qui ne peut pas accepter ce qui arrive à son ami. Et puis après, il y a des trucs qui renvoient à la dure réalité, des phrases toutes bêtes telles que j'ai tellement maigri que je peux plus porter mon costume. Enfin voilà, on rentre vraiment dans le dur. On est face à l'inéluctable. On voit tous les héros qui font une véritable course contre la mort, sans jeu de mots, pour essayer de trouver comment le soigner, en se disant mais dans tout l'univers, il y a bien des civilisations qui ont trouvé comment lutter, et ils cherchent. Et alors il y a de rebonds scénaristiques qui nous expliquent pourquoi ils ne peuvent pas le soigner, parce que ses propres pouvoirs empêchent de le guérir, etc. Et donc on voit tous les héros réunis et qui échouent face au cancer. Et ensuite, on a droit à l'arrivée sur la planète où il est en train de mourir de tous les super-héros qui viennent lui dire adieu. Donc en fait, c'est ni plus ni moins que la version tragique de la scène des portails à la fin d'Endgame. Au lieu de venir tous pour sauver la mise, ils viennent tous pour constater qu'ils ne peuvent rien faire et pour lui dire au revoir. Et là, on a droit à différentes réactions, ceux qui ne peuvent pas supporter, ceux qui vont partager un moment avec lui. Pour terminer sur une image, sur l'image d'un homme allongé dans son lit avec tout le monde autour de lui et qui va s'éteindre plus ou moins paisiblement. Alors l'auteur nous offre tout de même à nous lecteurs et à son héros un dernier combat, même s'il est d'une certaine façon métaphorique, et que c'est un combat que de toute façon il ne peut pas gagner, comme l'émissaire de la mort qui vient le chercher, cherche à le lui faire admettre, dans un échange glaçant qui met en face le héros, mais aussi le lecteur face à l'absurde et à l'inéluctable. On a Captain Marvel qui dit « Non, je crois en la lumière et en la vie. J'ai l'orgueil de ceux qui n'ont jamais connu la défaite. Je mourrai en combattant. » Ce à quoi l'émissaire de la mort répond « Ton orgueil est puéril et vain, mais il est digne de respect car c'est la seule force qui permet à l'homme de jouer le jeu. » Ça calme. Et pour tout vous dire, c'est insupportable. C'est insupportable. C'est un chef-d'œuvre, hein. Mais c'est insupportable. On ne lit pas un comics de super-héros pour lire ça, parce que c'est trop dur. Alors on veut pas toujours des happy end, évidemment. On veut bien du drame, on veut bien de la tragédie parfois, mais eux, il faut au moins que ça soit épique, que les héros aient des fins extraordinaires en se sacrifiant pour sauver l'univers, ou à minima que leur mort ait un sens. Rien de tout ça ici. On est juste face à l'injustice absurde et inéluctable. Marvel meurt couché dans son lit, c'est insupportable. On ne lit pas des comics de super-héros pour lire ça. Et c'est précisément ce qui fait que c'est un chef-d'œuvre et qu'il faut absolument le lire. Voilà. C'est beau, ça donne vraiment envie, franchement. Après, tu savais dès le titre que ça allait pas bien se finir, je pense, sauf si ça commence par ça, mais bon. Voilà. Les comics ont montré qu'il ne faut pas trop se baser sur ce genre de titre non plus. Hein. Ah, peut-être. Mais en tout cas, c'est pas le cas de celui-ci, visiblement. Tout à fait. Et du coup, Regan, vu que tu prends la parole, tu l'as lu, je sais. Oui, je l'avais lu il y a fort longtemps et c'était effectivement l'occasion de le relire. Et c'est intéressant parce que c'est souvent le sujet au-delà du fait de tuer un super-héros, on sait qu'il y a de l'éditorial derrière. C'est-à-dire que Captain Marvel a existé pour des mauvaises raisons initialement, puisqu'il y a des questions de droit, il fallait sécuriser le nom Captain Marvel, etc. D'ailleurs, petite parenthèse pour ceux qui ne le sauraient pas, Captain Marvel, c'est littéralement son nom à la base,
plus loin Vel. Avec 2 L. Et il deviendra plus tard Marvel, parce que Marvel, quoi. Et encore une fois, on voit que même si c'est un impératif éditorial, comme tu l'as dit, baisse de vente, personnage qui n'a plus beaucoup d'utilité parce qu'on est passé à d'autres choses et que la sécurisation des droits est faite, enfin, des choses très terre-à-terre, très commerciales, etc. C'est toujours pareil, c'est que si l'auteur derrière veut en faire quelque chose, il le fait. Et c'est pour ça que des motifs éditoriaux ne mènent pas forcément à des mauvaises histoires. On l'a vu avec Thor, Mighty Thor, etc. Est-ce que l'auteur a décidé d'en faire quelque chose avec ses tripes ? Et clairement, Jim Starlin a tout donné, quoi. Il a vraiment tout donné. Il a vraiment... vraiment, je ne sais pas si on capte bien, 1982, un super-héros qui plus est, qui meurt du cancer... c'est what the fuck, quoi. Vraiment, c'est what the fuck. Alors certes, la portée peut être un peu moindre mécaniquement parce que c'est un personnage qui avait moins de succès. Donc forcément, il faut faire l'effort entre guillemets d'aller vers le graphic novel pour le lire. C'est sûr, il n'y a pas écrit Superman sur la couverture. Et pourtant, c'est un coup de poing, c'est vraiment un coup de poing dans les côtes, quoi. C'est douloureux. C'est vraiment le côté... comment dire Oui, je voulais faire un petit parenthèse. C'est très accessible. Hein. Oui, je voulais je me suis laissé emporter, mais oui. Il y a toute une notion de résumé. Je ne dis pas comment. C'est des mécanismes scénaristiques assez simples, mais qui fonctionnent. Qui fait même vous si n'avez besoin pas. de rien. C'est 100% autocontenu. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Hein. Ça sonne juste, ça sonne très juste. Comme on le dit, il y a la réaction face à la mort. Notamment Spider-Man, par définition, forcément, qui a une relation très particulière et qui est quelques lignes, quelques cases, mais qui est extrêmement bien écrite. 2 cases et ça te bat. Pareil, petite gifle en passant. L'impuissance face à la maladie, c'est terrassant. Encore une fois, on ne s'attend pas à ce genre de choses quand on lit un comics. C'est terrifiant. La relation paternelle qu'a Rick et Captain Marvel, pareil, qui est tellement bien écrite. Et encore une fois, ça se joue à quelques phrases, quelques petits dialogues, quelques petits échanges. Et encore une fois, on peut capturer énormément de choses dans quelques cases. Et c'est là aussi qu'on voit qu'il n'y a pas besoin d'avoir 300 pages pour avoir quelque chose à raconter, du moment qu'on sait ce qu'on fait et comment on le fait, quoi. Le soutien des proches qui sonne hyper juste, l'absence de son propre peuple, quoi. C'est... Je veux dire, il y a plus d'ennemis qui viennent le voir pour le saluer, pour l'adversaire qu'il a été, que son propre peuple qui le soutient jusqu'au dernier moment. C'est dingue. Ça n'essaye pas de gruger non plus. Je veux dire, le personnage meurt. Encore une fois, c'est écrit sur la couverture, mais ça paraît tout bête. Mais oui, on ne gruge pas, ni là ni ailleurs. Comme tu l'as dit, il restera mort en plus. À part le petit passage Cancerverse, qui était plus un hommage d'ailleurs que l'occasion de le faire revenir. Ça sonne juste, ça sonne avant tout tellement juste, quoi. Et même cette petite bataille à la fin qui sonne à la fois comme un clin d'œil pour le lecteur, pour dire qu'il a quand même sa petite bataille, mais aussi pour lui-même. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, le personnage mérite sa dernière confrontation avant d'en finir, qu'il ne parte pas cloué dans un lit sans avoir son mot à dire, entre guillemets. Allez, pour avoir quelque chose à redire, encore une fois, il y a quelques cases sans décor, hein, on va pas se mentir, fallait gagner un peu de temps. Si. Mais c'est pour le plaisir de chipoter, bien sûr. C'est vrai qu'en plus Starlin, c'est assez rare d'avoir sur l'intérieur. C'est marrant ce style un peu empoulé, effectivement un peu suranné à la fois. Déjà pour l'époque, c'était assez marrant effectivement de retomber là-dessus. Et c'est puissant, c'est accessible, c'est fort, c'est vraiment très très fort. Et encore une fois, ce qui est là aussi dingue, c'est que je pense que même des gens qui ne connaissent pas le perso, qui n'apprécient pas le perso, qui n'ont pas connu le perso, qui n'ont rien à cirer du perso, je pense que ça peut faire mouche malgré tout. Moi, quand je l'avais lu à l'époque, je ne le connaissais pas du tout le perso, et j'ai commencé par ça, et ça marche complètement. Nivray, toi tu l'as lu ? Du coup, moi je l'ai découvert. C'est ce que j'aime bien du coup avec les derniers comics podcast, c'est qu'on va creuser un petit peu dans les vieux. Et Jean et Regan, chacun à leur tour, nous offrent à chaque fois des très très bonnes idées de focus, plutôt courts, donc ce qui est bien, mais surtout très intéressants et qui offrent des moments émotionnels qui n'étaient pas prévus. Donc moi, quand j'ai commencé à lire, je ne le connaissais pas. Donc la mort, je ne savais pas de quoi il allait mourir. Et la page où il y a la révélation du cancer, j'étais
genre cassé en 2 secondes. Je me dis, non, quand même pas. C'est un super-héros en fait. Enfin, normalement, les super-héros, jamais tu meurs de cancer. Tout ce que tu veux, je m'en fous. Tu disparais dans une dimension, voilà, mais tu meurs pas d'un cancer. Et en fait, la descente un peu aux enfers, enfin jusqu'au bout de la maladie, elle est très rapide derrière. Et je trouve ça très très bien écrit. J'ai versé ma larme à la fin. Et vraiment parce que t'es pris par les émotions, alors que ce Captain Marvel là, c'est pas le mien, c'est pas celui que je connais. Et en fait, dans les 2-3 premières cases, tu vas avoir toute une narration qui va t'expliquer qui il est, d'où il vient, t'as toute son histoire qui est vachement bien racontée. C'est vraiment très intelligent. Et du coup, tu t'attaches très vite à lui. Après, on t'annonce le cancer et là, tu prends un coup dans la gueule qui te dit tu le trouvais sympa, bah en fait, désolé, c'est fini, souviens-toi du titre, quoi. Et derrière, la descente, t'en as parlé tout à l'heure, mais le moment silencieux qu'il partage avec Elysius, c'est... J'étais là, genre mon petit cœur à l'intérieur qui est en train de se briser en disant mais non, en fait, tu te rends compte aussi que c'est réel et qu'il va disparaître là dans pas longtemps. Et après, ouais, il y a tellement de scènes où tout le monde vient le voir, où tu as ces discussions, et puis tu as même ce que vous parliez tout à l'heure, le combat final jusqu'à la scène avec la mort, qui sont mais extrêmement forts. Enfin, vraiment, je m'attendais pas à ça. D'une, parce que je m'attendais pas à ce qu'il meure de manière humaine, et je m'attendais pas surtout autant d'émotions et de sensibilité. Je sais pas, je pensais à un truc un peu épique, une fin majestueuse, tu vois, un truc fou. Et en fait, non, c'est terriblement humain. Je sais pas, c'est très très émotionnel. C'est vraiment pas un truc que je pensais lire. Et non, j'ai vraiment adoré. Je pense que d'ailleurs, je vais essayer de me le récupérer en français. Je sais pas s'il y a des éditions. Alors ça a été réédité, mais c'est compliqué, un peu le voir, compliqué. C'est des choses qui reviennent. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de souci, ça reviendra. Ça va finir un best-of, un machin, un truc. Un classique, mais là, maintenant, tout de suite, je suis pas sûr que ce soit dispo. Ouais. Et ouais, non, c'est vraiment, il y a des pages puissantes, et même, l'art, moi, j'ai pas vu de case sans fond. Il y a pas de moments qui m'ont gêné visuellement. J'aimais bien ce côté un peu rétro. Alors, habituellement, j'aime pas lire les vieux comics quand c'est trop rétro. Mais en fait, là, on sent que c'est du rétro fait avec du moderne. Il a beau être rétro, il fait quand même des efforts. Ok, d'accord, j'ai vu les cases sans fond. Mais non, il y a quand même il y a des efforts, il y a plein de trucs, il y a plein de scènes qui sont très très belles. Et ouais, non, c'est une grosse surprise pour moi. Parce qu'effectivement, le titre, ça annonce quelque chose qui est ça, mais qui n'est pas ce que tu attends du tout, quoi. Donc ouais, très bon choix. Merci beaucoup. La petite parenthèse, qu'encore une fois je taquine pour les quelques fonds, mais il se donne du mal. Enfin, il essaye même de faire un peu du Pérez, c'est-à-dire qu'il y a des pages avec des dizaines et des dizaines de personnages. Donc, oui, non, mais il y a des pages remplies de personnages. Enfin, voilà, il donne ce qu'il a. C'est juste, encore une fois, ça reste du comics. On sait comment ça marche. Et puis que c'est un petit peu une obsession chez toi. Et écoute, qui me donne des fonds, je serais un peu moins sur le fond. Non, mais c'est que le nombre de guests, les conversations qu'il y a sur mais attendez, vous avez jamais soigné le cancer, vous êtes genre juste les plus gros cerveaux de l'univers. Il y a un moment où les gars, vous avez fait quoi, Ouais, non, je sais pas. Il y a plein de scènes hyper intéressantes et c'est marrant de voir l'impact qu'il a sur tous les autres personnages, alors que tu t'avais pas forcément senti tout de suite quand tu racontais son histoire que ça pouvait être aussi fort, quoi. Et effectivement, avec son alter ego humain aussi, c'est très dur. Des petites choses, apparemment, la dernière édition daterait de 2020, donc ça peut être quand même compliqué, mais voilà, ça vaut le coup de jeter un coup d'œil pour essayer de la voir. Après, quand je vous dis, c'est des choses qui vont revenir en catalogue, forcément. Enfin, je veux dire, c'est comme Marvel, quand on a parlé il y a 2 semaines. Je m'inquiète pas trop, c'est juste que là, maintenant, de suite, ça sera peut-être un peu dans la période entre deux, mais jetez quand même un coup d'œil s'il y a moyen. De toute façon, épargnez-vous ça, c'est trop dur. Oui, c'est clair. Un truc intéressant aussi, même si ça reste assez mesuré, on voit le personnage dépérir. Oui, complètement. Vraiment. Il y a vraiment le moment où il dit je peux plus rentrer dans mon costume. Voilà, au-delà de la vanne, on le voit sur la manière dont c'est dessiné. Alors, il n'en fait pas des caisses non plus, mais juste mesuré, assez. Mais tu le vois vraiment, c'est la tristesse, quoi. Et donc apparemment c'est encore trouvable, donc il n'y a pas de souci. J'imagine que ça va être du must-have à mon avis. Enfin en tout cas c'est un classico-classique comme vous l'avez compris. Merci Jean en tout cas d'avoir mis ça sur la table pour ce focus. Ce que je vous propose maintenant c'est de passer à la chronique suivante. C'est pas vraiment une chronique mais le sujet suivant. Bref, vous l'aurez compris, on se retrouve dans un instant avec le Hors les Bulles. Aouh. Mais juste avant de se lancer dans le Hors les Bulles consacré à Werewolf by Night, diffusé sur Disney+ en France, on en parlera juste après. Un petit mot concernant le Patreon.
Alors vous connaissez, on vous en parle systématiquement, et si demain vous avez le choix entre acheter Star-Henge ou mettre quelques euros sur Patreon, vous pouvez répondre décidément à cette question tout seul, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, les infos sont dispo évidemment dans le petit lien dans la description de ce podcast, patreon.com/vaisseau hypersensas, et peut-être qu'on aura le privilège, l'honneur de vous citer pour ceux qui mettent un peu plus que les autres, à savoir Toph Perron, Yagbar, Rekma, Lionel et Fanny, Perchak, Matt Satonaka ou enfin Kalounet. Merci à vous en tout cas déjà d'être des patronautes fidèles, ça fait vraiment plaisir, pas que pour le Comics Podcast mais pour tout le vaisseau hypersensas, donc voilà, vraiment c'est cool. Et on va reprendre finalement sur les bulles, et je te montre Jean, mais c'est pas du tout toi qui va introduire le sujet, mais plutôt toi Regan, qui Ah bon je crois, c'est ce qui est écrit sur ma fiche, alors ne me mets pas trop en galère s'il te plaît. Non, mais... Et parle-nous de Werewolf by Night. Werewolf by Night, effectivement. Alors déjà, il ne s'agit pas d'un tourisme, hein. Ce n'est pas ça l'idée. Donc, l'idée de départ, donc, c'est on va dire un téléfilm, je pense. Ils appellent ça un spécial. Un special. Nous, à l'époque, on appelait ça un téléfilm. Hein, donc, un moyen-métrage. Un moyen-métrage, 45 minutes au garrot, quelque chose comme ça. 55. Oh, Moins d'une heure, soyez quoi. précis. Alors, moi, j'ai retiré surtout les intros et les plus outros. précis, monsieur. Effectivement. Moins d'une heure, allez, ça passe. Allez, moins d'une heure. Allez, cadeau. C'est cadeau, il y en a un peu plus, je vous laisse quand même. Donc, il s'agit d'un court-métrage qui met en scène... Moyen. Moyen-métrage. Ok. Appelle le special, comme ils ont dit là. Ok, Netflix, j'ai envie de dire. On va te pourrir ton résumé. Oui, je vois ça. Tu le vois venir ou pas Merci de nous en reparler. Non, pardon. Non, voilà. Qui nous met donc dans une situation où on se retrouve avec des chasseurs de monstres réunis dans une salle énigmatique, sombre, pour lequel ils sont 6 de mémoire, un truc comme ça, enfin peu importe. Et donc ils sont tous là suite à la mort du grand patriarche Bloodstone qui est papouné à casser sa pipe. Et néanmoins, il y a des responsabilités dans ce monde des chasseurs de monstres, dont notamment cette Bloodstone dont il tire le nom, qui est un artefact Nid d'ailleurs, qui est une sorte de gemme rouge pulsante autour d'un certi, autour d'un collier, qui a l'air d'avoir des pouvoirs contre les forces du mal, si je puis dire. Et donc tout le jeu va être de déterminer qui mérite de récupérer la Bloodstone. Sachant que dans le lot, il y a une certaine Elsa Bloodstone qui semblerait en l'occurrence la suite logique. Mais la marâtre et la fille, le père, enfin c'est compliqué, les histoires de famille. C'est compliqué avec la belle-mère. C'est compliqué avec la belle-mère. Ça voilà, c'est d'ailleurs j'ai bien aimé le jeu de la belle-mère, j'ai trouvé surjoué juste comme il faut. Et donc on va être dans une ambiance un petit peu, alors je dirais pas, je vais dire horrifique, ne nous emportons pas, mais voilà un petit peu film de la Hammer, vous avez compris. Parce qu'il y a un détail que je n'ai pas dit, mais qui fait partie du packaging, c'est en noir et blanc. Sauf. Non. Eh oui. Comment ça, sauf Sauf la Bloodstone elle-même. Voilà, ce petit gimmick qui fonctionne toujours bien. Mais... Et donc oui, on est en noir et blanc. L'esthétique se veut effectivement volontairement surannée vieux film, comme je disais, de la Hammer. Il y a... Alors voilà, je sais que certains puristes diraient qu'ils auraient pu aller jusqu'au bout et filmer avec de la péloche plutôt que... Il y a des effets péloche quand même. Alors, il y a vous savez ce qu'on appelle les brûlures de cigarettes qu'on voit en haut à droite ou en haut à gauche, qui sont en fait soi-disant, là c'est soi-disant, mais à l'époque, les marquages pour signaler quand on changeait de bobine de pellicule. Voilà pour l'anecdote. Et donc on retrouve ce genre de petits marquages, la manière dont c'est joué qui est effectivement très emphasé, très théâtral, le côté très huis clos aussi, parce que les budgets, voilà, à l'époque, il fallait pas trop dépasser le cimetière, les 4 pierres tombales en polystyrène. Et donc voilà, donc ils vont se retrouver à être dans une joute pour attraper la Bloodstone qui est à l'intérieur, en tout cas qui est possédée au moment de cette joute par un monstre dont on ne connaît pas encore l'identité au moment du début du téléfilm. Je ne sais pas si on peut dire qui c'est. Bon, je pense que ça a pas mal fuité quand même.
On Se regarde, drop on se name juge, ou pas je sais pas. Oh, Parce que ça, attends, quelle jour on est et dans le futur du passé, ça sort quand cette émission? non, elle sort vendredi, le 21. Ça fera Le film c'est sorti le 7. Ouais, les gens ont regardé, Ouais. je crois. Oh, sinon, il coupe à partir de là. Voilà, mettez une petite pause de Alors, 20 sachez- secondes. donc- Juste 10 secondes. Donc je à vais partir dire- de maintenant, spoiler Voilà. alert, Bip. si vous Voilà. n'avez pas regardé. C'est magnifique, bon sang de bonsoir. L'homme-chose. L'homme chose qui est le pendant Marvel de la créature des marais. On pourrait faire C'est le même. une longue explication pourquoi ça n'est pas les mêmes choses et que ça n'est pas un rip-off, mais on va pas faire ça là, même si c'est un sujet très intéressant, soit dit en passant. Fin du spoil, je pense. Voilà. Donc, il se retrouve donc à poursuivre ces éléments-là, et vous allez me dire, mais where is the werewolf? À prononcer avec un bonbon dans la bouche pour éviter d'avoir des dents cassées. Eh bien, je ne vous dirai pas. Voilà. Ah bah. Donc, mais il y a effectivement Il est dans le Werewolf. titre. Il est dans le titre, Bah il est oui. quelque part. Et donc tout le jeu va être effectivement de récupérer cette Bloodstone. Voilà pour le résumé en tout cas. C'est le jeu du loup-garou, en fait. Le jeu du loup-garou, effectivement. Avec un petit côté Battle Royale, quoi. Le village s'endort. Oui, Ouais. le village s'endort et Tout tout le le monde se réveille. Personne se réveille. Bon, en vrai, si on suit les textes, dès le début, on sait qui est le loup-garou. Oui, non mais C'est dit dans la une sorte c'est pas loup-garou, je crois qu'il le dit. vraiment. Enfin, alors c'est si tu fais pas attention, honnêtement, tu n'as pas forcément l'info. Hein. Je dis, moi, je suis passé à côté. Hein. Ouais, c'est Il pas y a si un clair terme que ça. qui est utilisé au début, en fait, avant qu'il rentre dans la salle, sur le. Clin d'œil, Ok. clin d'œil. Donc, voilà. Ok. Mais, Ah, mais très bonne idée de Matt Satonaka. Nous allons parler du fameux monstre en disant Ted. Ted. Et oui, il Ah oui, s'agit de c'est Ted. Mais c'est vrai qu'il s'appelle Ted. Ils sont Voilà. trop mignons quand elle l'appelle Ted. Très sympa. Donc voilà pour le résumé. Pour peut-être d'abord des avis, j'imagine. D'abord chacun un petit peu la vie. Eh, c'est toi qui Ouais. décides. J'ai bien aimé, j'ai même beaucoup aimé, à condition qu'on le remette dans ce qu'il est, c'est-à-dire clairement une petite friandise où on se fait un petit plaisir. Écoutez, hein, faut arrêter de bouder à chaque fois. Oui, effectivement, ça n'a pas beaucoup de portée. Oui, c'est fait clairement avec des ficelles et un peu papier crépon. Mais ça lui donne son charme, franchement. Il y a même quelques effets plutôt corrects, d'ailleurs, dont notamment Ted, qui est très réussi en l'occurrence. Oui. Qui est même très très réussi, j'ai envie de dire. Mm. Ce qui fait très plaisir. Donc non, franchement, ça fait le taf. Franchement, il faut... Voilà, moi j'ai vraiment pris un petit plaisir sympathique. C'était sympa. Je crois savoir, Nivray, que tu l'as vu la veille de l'enregistrement. D'après mes Tout à sources. fait. Ça dénonce, Tout mais à alors, fait, bien, quoi. vu dimanche soir, mais comme ça c'est bien, il est encore frais. Et moi j'ai beaucoup aimé parce que l'ambiance film années 30-40, je trouve que ça marchait super bien. Et tu sais, c'est le genre de moyen métrage où tu sens que t'as pas un budget énorme derrière et que du coup le noir et blanc passe très bien et le rend un peu kitsch sympathique. Parce que tu te doutes que les décors, une fois que tu allumes la lumière et que tu mets des couleurs, c'est pas terrible. Mais ça passe très bien là, en fait. Ça passe hyper bien. Et, je trouvais que le choix de casting pour les deux personnages principaux était plutôt très bon. Un petit plaisir de retrouver, et je retrouve plus son nom, Laura Donnelly, que j'avais beaucoup aimé J'espère dans qu'il y a la un nom, parce que j'en ai série aucun, je de suis Nevers. déçu, putain. Ouais, non, mais j'ai noté. Et moi, je dirais pas que c'est un petit truc qui arrive au milieu et qui servira peut-être à rien, tu vois. Genre, parce que on est quand même. Il y a toujours du potentiel, bien sûr. Et j'espère, notamment pour Ted, on est quand soyons même, clairs, hein, on est sur une fin de phase 4 du MCU. Mm. Et la phase 5 annonce quand même un Blade, annonce une série sur Agatha. Potentiellement, est-ce qu'on repartirait sur un retour de Moon Knight? Et je pense que tout ça irait vachement bien ensemble. Non, s'il vous plaît, non. Un côté dark. Bah ouais, mais tu vois, Moon Knight et le werewolf, ils se sont croisés dans les comics. D'accord. Donc il y a Dommage, peut- il y a- ça partait bien, le Bah- Werewolf, mais s'il est obligé de récupérer Moon Knight, Ouais, c'est mais mort. tu vois, je me dis, il y a peut-être des choses à faire qui pourraient être intéressantes entre les deux. Des ambiances à croiser, des choses à faire. On a Blade aussi. Blade, ouais. Voilà, Elsa Bloodstone, c'est une chasseuse de monstres, elle peut chasser des vampires. Donc je pense qu'il y a des choses à faire là-dessus. Et moi, ça me fait plaisir parce que je me dis qu'ils ont osé quelque chose visuellement. Ils ont fait leur premier téléfilm, ils ont tenté des trucs. Et ça me plaît. Et si derrière, ils essayent d'enchaîner avec une ambiance un peu comme ça, eh ben, ça me plaît bien, tu vois. Et j'ai en tête aussi, effectivement, le Doctor Strange Sam Raimi, tu vois. Évidemment, Multiversity of Bah ouais, Madness, ouais. Le Multiverse of Madness qui était aussi dans cette ambiance un peu horreur. Et en fait, ça me plaît vachement. Parce que ça, c'est pas de l'horreur qui fait peur. C'est de l'horreur, une espèce d'ambiance, en fait, et qui est hyper sympa. Et ça me plaît. Et donc, j'espère qu'ils vont continuer à faire ça. Bon, après, le prochain spécial, c'est un truc de Noël, donc Oui, voilà. après, Ça sera très différent. Mais en tout cas, j'espère que la phase 5 sera un peu dans cette ambiance un peu plus sombre.
Ça me plairait beaucoup. Que la phase 5, elle racontera quelque chose. Oh. Non, La 4 était une phase de transition. Mais non, parce que quand je l'entendais. Non, mais c'est vrai. Je réagis quand tu dis la phase 4 touche à sa fin. Je fais ah oui, c'est vrai, ça touche à sa fin. Ça a raconté quoi? Mais bon, c'était la parenthèse. C'est le début du multivers en fait. Ouais, voilà. C'est l'entrée multivers à la phase 4. Laisse tomber, dedans la phase 4, il y a Loki et WandaVision, donc tu peux pas tester. Ouais, mais c'est vrai qu'elle. C'est pas un endgame quoi. C'est pas Est-ce qu'on a besoin d'un endgame? Enfin, d'un deuxième endgame, je précise. Pas tout de suite. Voilà, très bien. Mais garde la parole, Jean. C'est à moi. Ça peut être à toi, si tu veux. C'est ton moment, vas-y. Prenez là, mon vieux. Alors, écoutez, comment vous dire? Je ne vous ai pas interrompu, ne m'interrompez pas. Ça n'a aucun sens. Okay. Werewolf by Night. Donc moi, j'étais pas du tout au courant que ça allait se sortir. Ah, tout le monde pas plus parlé. Enfin, ils l'ont présenté à la D24, D23, oui, mais ça, enfin, il n'y a pas eu des pubs de partout, etc. Non, c'était assez discret. Hein. Donc voilà, donc je savais rien. Tout d'un coup, ça a popé sur mon menu un jour où j'espérais voir un épisode de She-Hulk et puis ah ben non, je les ai tous vus. Et bon, et donc j'ai regardé et je savais pas ce que j'allais voir, je sais pas exactement ce que j'ai vu, mais c'était très chouette. Okay. Ouais, c'est un avis un peu court, mais non, j'ai pris beaucoup de plaisir, effectivement. La direction artistique, elle est très très chouette, elle est assumée. J'ai passé une bonne partie du truc vraiment en mode je comprends pas ce que je regarde, mais c'est sympa. Et le rebondissement avec l'apparition de Ted et tout ça, et du coup sur la fin ce qui va devenir, on va dire, les deux personnages principaux sont vraiment super attachants, et ça donne effectivement l'envie pour une suite. Je m'attendais à rien, et non seulement j'ai trouvé ça sympa, mais maintenant j'espère qu'ils vont poursuivre dans ce chemin, parce qu'il y a un truc à faire, quoi. Il est interdit moins de 16, moins de 18? Non, moins de 18, non, parce qu'il n'y a pas de... Bah, il y a de la violence. Il y a de la violence, il y a quand même. Parce qu'il y a des morts. Moins de 18. Bah, je parle pas tellement... Enfin, il y a du sang France, gris. aux États-Unis, c'est encore deux délires différents. Moins de 16, je pense. Il y a un mort qui parle. Cette scène. C'est vrai que Il y a des choses très drôles aussi, c'est vrai. Non, mais c'est ça. Ah, mais en fait, c'est drôle. Et d'ailleurs, les personnages aussi rigolent, parce que quand ils voient le mort bouger, ils disent qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et moi, il y a juste un truc, parce qu'on a parlé que c'était en noir et blanc et qu'il y a juste ce rouge, un peu comme Liste de Schindler avec la gamine en rouge. Et à un moment dans la série, il y a les couleurs qui arrivent. Et je pense que j'aurais préféré que ça reste en noir et blanc. Je sais pas. Est-ce qu'on avait besoin de voir ces images en couleur? Mis à part pour nous dire qu'effectivement les effets spéciaux sont réussis pour Ted, même en couleur. J'ai eu l'impression que ce retour de la couleur, c'était justement une façon de nous dire, j'ai tort, hein, mais de nous dire on s'inscrit bien dans le MCU. Ouais. Et on arrive, quoi. C'est possible, ouais. Parce que avant, il y a un côté, dans ce côté volontairement suranné, machin, il y a un côté, ça pourrait être une bulle, un what if complètement coupé. Et j'ai l'impression que ce retour de la coulure, c'est possible, que ça dise, et regardez, ils peuvent arriver, quoi. Voilà, c'est pour nous dire, non, mais en fait, ils sont bien là. Dans je pense qu'il y a un peu de ça. Après, il y a aussi le côté, la métaphore de base, c'est la nuit est finie, littéralement aussi, tout simplement. Mais oui, je pense qu'il y a. Oui, t'as plus de clair de lune. En tout cas, moi, c'est vrai que ce format-là. Plutôt que de forcer une saison de 10 épisodes où tu n'as rien à raconter, tu vois, je suis en train de me dire que Moon Knight aurait peut-être été bien mieux. Non, mais c'est ça. En fait, s'il commence à faire ça, je trouve ça bien parce qu'on pourrait avoir des petits arcs, des petits passages qui soient intéressants. Tu vois, une mort de Captain Marvel, où t'as pas besoin de faire un film, où t'as pas besoin de faire une série, et tu pourrais juste avoir 50 minutes, 1 heure sur un sujet. Ça me fait penser à Closet, vous voyez, ce format un peu nouvelle, tu vois, où tu as un début, une fin, et hop, merci, au revoir. Même si ça peut avoir des répercussions qui soient reprises, c'est la question. Pour éviter de tirer dans la longueur des trucs qu'on n'a pas besoin, quoi. Franchement, voilà, ça marche. Puis, pareil, 10 épisodes de la blague Hammer, oui, j'imagine que ça aurait été peut-être un petit peu long et un peu pesant, très clairement. Non, le format est effectivement très très bien choisi. La durée correspond parfaitement. Parce que plus long, effectivement plus long, sans même parler d'épisodes, mais déjà si ça durait 1h30, ce serait trop long. Ça peut vite virer au cringe, mais genre très très vite. Tandis que là, c'est parfait, que tu as juste ce qu'il faut. Et effectivement, j'avais pas pensé, mais cette idée de développer ce format pour des histoires serait une très bonne idée. Et est-ce qu'on sait s'il y a d'autres mini-films Special sortis? Pardon? Special. Il y en a un, Les Gardiens de la Galaxie pour Noël, ça c'est sûr. Ah, c'est d'accord, c'est celui-là. Qui est encore dans la phase 4. Et après, en phase 5, on sait
Bah, il y avait la pas- question de Armor Wars, qui devait être une série qui s'est transformée en film. Et qui peut-être Et sortira la au question, cinéma, je sais pas. C'est pas. Ouais. En En tout cas, fait, il n'y a rien d'officiel Ouais. d'annoncé. En tout cas. Et pour Gardiens de la Galaxie, c'est ça, je fais le noob de cette Non, liste, non, je suis mais jamais au courant. non, mais Il y a un truc prévu oui, enfin, ça va un être, spécial de Noël, je pense que c'est un tu vois, truc qui va être les anecdotique. Star Wars spécial de Noël et Oui, compagnie. c'est-à-dire enfin, qu'il voilà, va faire- je il va t'entends faire- rien, il va ça sera faire- il mieux. va faire une vanne sur le, Il y aura, sur le ouais, Star c'est- Wars je pense, Holiday Special. une mini aventure dans l'espace de Noël, tu vois. Vaut mieux ne rien attendre, c'est fortement recommandé. Mais avec les acteurs et tout, quoi. Ouais, Alors, ouais. par contre, Mais ça nous fera un relébule de Noël. Très bien. Ça veut dire qu'on ne fera pas, toujours pas cette année Avengers et le Père Noël. C'est un peu un hors le MCU en fait. Quoi. On peut faire Ah. 2 épisodes de Noël. On peut faire un spécial tous les films de Noël Avengers. Y compris la série Hawkeye. Je sais même plus si on l'avait faite. Série de Noël. Qui a vraiment besoin. Non, franchement, c'était vraiment plutôt cool et ça change un peu, quoi. Voilà, en fait, c'est nul quand on est tous d'accord. Ouais, c'est Parce que terrible, du hein. coup, oui, non, je ne suis pas d'accord. Vous voulez que je vous parle des Nexus des réalités? Non, on va pas parler des Nexus des réalités. Je peux dire un truc si vous voulez, parce que je j'ai pas lu vos comics, mais j'ai vu ça, ce special. Et je trouve que le noir et blanc, c'est juste pour se donner un style. Vraiment, j'ai pas été. Non, mais pour dire un truc négatif. Non, mais c'est vrai. Enfin, j'ai l'impression que c'est juste pas pour une sorte de budget. C'est pas un vrai noir et blanc. Enfin, il y a un truc qui m'a un peu dérangé dans la couleur, si je peux me permettre l'expression. Et après, le reste, je suis d'accord avec vous. Au global, c'est sympa. Ça se mange tranquillement, quoi. Un petit dimanche soir allongé sur le canapé, c'est très bien. Mais ce côté noir et blanc, ok. Ils ont mis en noir et blanc pour dire que c'est un peu différent et ils ont mis la couleur peut-être pour faire une transition. Mais voilà, bon, histoire de pas être d'accord avec vous, parce que je suis trop d'accord et ça m'a saoulé. Non, Et puis- monsieur. Non, puis, non, je sais pas pourquoi. On l'a pas forcément détaillé, mais pas de besoin d'avoir lu ou vu quelque chose avant. Quoi. C'est vrai, Voilà. c'est pour ça que je l'ai vu d'ailleurs. Il y a parce que- un magnifique micro-récap de pas grand-chose au début qui explique juste qui était le père Bloodstone avant et une petite image des Avengers, mais je sais pas trop ce qu'ils foutent là d'ailleurs. Et en fait, oui, il n'y a pas besoin de grand-chose, c'est genre juste sur le principe des gens qui se rassemblent, ils font une chasse et le but c'est de gagner la chasse pour gagner le caillou. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est bien C'est résumé. une chasse au caillou. Voilà. Qui Mais- va nous falloir en réplica, bien sûr, vite. Bien sûr, Oui, peut-être. bien sûr. Est-ce qu'on serait pas arrivé au bout là du coup sur les bulles Écoute, ça me paraît pas mal. Ok, donc je crois qu'à un moment on appuie sur un bouton, il y a un truc qui se déclenche. Faire un temps. C'est ça C'est ça. Putain, c'est magique, trop bien. Incroyable. C'est trop cool. Du coup, merci à vous pour ces belles chroniques, ces beaux moments. Je pense que je vais lire la mort de Captain Marvel. Voilà, je sais pas. Moi qui suis pas hyper à comics, je sais pas ce que je fous là déjà. Mais bon. En tout cas, c'était un plaisir de faire ça avec vous. C'est le moment où on dit un peu de la merde, mais on est quand même gentil, c'est ça. Puis, Oui, ouais. Ah, tu On fais te dit comme tu merci le à sens, toi. hein. On te dit merci à toi déjà. Bah ouais. Si ça vous a Merci. plu, Merci de nous été avoir là, c'était secourus. avec plaisir. Notre super-héros du soir. Oh, c'est gentil. J'espère que je vais pas avoir le même destin que Captain Marvel en tout cas. Le compliment qui tourne glauque. C'est clair. Oh, la bonne ambiance. Mais sinon, écoutez le contrecast, c'est vachement bien. L'autre, il va faire sa pub. Bah, tu crois que je suis venu à 1h30 je pour rien là T'es Ah un ouais. agent infiltré C'est en ça. fait. Le contrecast, c'est quoi? C'est Tout un était podcast prêt. où Non, mais j'ai en autour de plus- moi des véritables passionnés. Pardon. Franchement, des fois dans le contrecast, t'avais Zef ou Ketrus qui venaient pour reparler de trucs qu'ils avaient parlé dans Comics Podcast. Avec un avis différent peut-être Ouais. parfois. Ouais, c'est des malins. Genre la hein, dernière c'est fois, Ketrus est revenu parler de Batman Autopsy, du podcast, et C'est vrai. il est venu en parler dans le contrecast alors qu'on l'a Il bouffe fait, vraiment à quoi. tous les Non, râteliers. mais lui. Rien ne se sûr. perd, rien ne se crée, tout se Ouais. transforme. Mais le contrecast, c'est vachement bien, on parle avec passion. Donc c'est ça qui est important. Ah, parce Pourquoi que nous, nous, pas non Nous, Tu veux vraiment finir là-dessus Arrête l'enregistrement, s'il te plaît. Non, je sais pas quoi dire, je suis dans la merde. Et merci d'avoir été là sur Twitch aussi pour ceux qui l'ont vécu en direct. Merci à tous, oui, effectivement. Merci, bonsoir. Ah, ça a été coupé. On est toujours là, on n'est plus là. Que se passe-t-il? Fin de transmission.